Vous entendez tout au fond là? Ouais. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Anouk et je vous présente Guillaume. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence qui a pour thème celui du rebelle et de la société. Sujet qui nous a pris plusieurs mois d'organisation et de réflexion et que nous sommes par conséquent très heureux de vous présenter ce soir. D'abord, avant d'engager les hostilités, quelques mots sur Opium Philosophie que je pense que vous ne connaissez peut-être pas tous. C'est une association interuniversitaire qui regroupe des élèves de milieux divers, de la fac, donc de la Sorbonne en particulier, de l'EHESS, de l'ENS, de l'École du Louvre et de Sciences Po Paris. Et c'est une association qui a pour but de ramener la philosophie dans un débat moderne avec des sujets originaux, actuels, et tout ça organisé par des étudiants bénévoles, volontaires et courageux. Concernant nos activités, on organise donc des conférences, comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, des cinéphilos, qu'on appelle aujourd'hui synesthésie, et qui ont pour but d'organiser des conférences et des débats autour de films qu'on visionne en même temps. Des ateliers à but philosophique dans des écoles et dans des centres pénitentiaires, ainsi que la publication d'une super revue annuelle, entièrement rédigée par des étudiants, n'importe quel étudiant de n'importe où, à partir du moment où il a envie d'écrire ou de dessiner quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, pour suivre les prochains événements, je vous invite à liker la page Facebook Opium Philosophie. Et voilà, pour être tenu au courant de tout ce qu'on fait et continuer à philosopher avec eux. Voilà, bonne conférence. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on applaudit. Il insista, on rit de plus belle. C'est ainsi, je pense, que périra le monde dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce. Appris à l'école de la guerre de la vie, tout ce qui ne te tue pas te fortifie. Je pense qu'il y a un sens à rapprocher ces deux citations, l'une de Kierkegaard et l'autre de Nietzsche, en tant qu'elles révèlent tous d'une forme de comme si, c'est-à-dire de quelque chose qui pourrait se réaliser, mais qui n'est pas encore advenu. D'une naïveté à une lucidité, la gravité de la présence au sein du monde se révèle, et cela se ramène au mot crise, qui, du latin médiéval crisis, est la manifestation grave d'une maladie, et qui est donc un point extrême de fébrilité. La crise est partout aujourd'hui, et si vous suivez les médias, aujourd'hui on parle de la crise en Chine qui pourrait avoir des conséquences malencontreuses, c'est ce que le FMI a dit, et donc nous semblerions perpétuellement au bord du précipice. Et c'est ça qui m'intéresse ici. C'est que tout se joue dans le comme si, dans ce comme si que Jacques Derrida avait utilisé dans l'université sans condition, c'est-à-dire ce comme si qui est lié à un événement, à quelque chose qui se réalise, qui vient. Donc tout se jouerait ici dans une analyse, une hypothèse, comme si le monde serait prêt à s'écrouler, comme si la vie serait guerroyante, qu'elle nécessiterait qu'on s'arme. Le sens à ramener à l'action de la rébellion, à un comme si, le sentiment intime d'une injustice, d'un risque, d'une nécessité à se mettre en action. Les trois intérêts que présente la conférence d'aujourd'hui sont les suivants, et je vais essayer de les résumer de la manière la plus concise pour qu'ensuite on puisse y revenir à la fin et dans vos questions. La première chose qui m'intéresse beaucoup, et c'est pourquoi aussi je pense qu'on a organisé cette conférence avec Anouk, c'est le sens que charrie le terme de rébellion, qui est en fin de compte un terme assez inachevé, c'est-à-dire que ce n'est pas le terme de révolte ni le terme de révolution. Le terme de révolte, c'est un acte qui justement a une conséquence sur le réel, et la révolution, c'est une transformation réelle de la société. Mais ici, ce n'est qu'un terme minime, ce n'est qu'un premier terme, ce n'est qu'un lancement. Et cet inachèvement est caractéristique, me paraît particulièrement intéressant dans la rébellion. Alors bien évidemment, le terme de rébellion est lié au risque, et il peut se ridiculiser dans un happening tel, ça va être un petit peu mal vu par certains, mais ce n'est pas un problème, l'effet Men en France par exemple, ou bien conduire à une révolte, un mouvement collectif et organisé de résistance intellectuelle ou armée à une révolution, une transformation de la société. La rébellion
et c'est ça qui nous intéressera aujourd'hui, c'est un moment d'intensité soumis à son propre danger, celui de son échec ou de sa métamorphose. Le deuxième point qui m'intéresse ici, c'est qu'on s'attendrait à ce que je définisse et que je caractérise la société. Et pourtant, je ne le ferai pas. C'est inutile parce qu'au final, et on pourra en discuter là encore, la société, c'est nous. C'est-à-dire quoi? C'est ce que nous constituons chacun en tant que citoyen d'une nation ou en tant qu'homme inscrit dans la communauté de ses semblables. Et ici, je me réfère à un texte de Foucault qui me paraît, en tout cas un cours au Collège de France de Foucault, qui s'appelle « Il faut défendre la société », où Foucault explique en fait très bien que c'est inutile en fait de venir à défendre les gouvernements ou les gouvernants. Ça n'a aucun intérêt, ils se défendent très bien tout seuls. Ce qu'il faut défendre, c'est nous-mêmes. Et c'est notre force propre. Ici, il y a 3 écueils que nous essaierons d'éviter par ce chemin. C'est l'idée d'une crise permanente, c'était ce que j'avais déjà évité ici. C'est l'insistance sur l'intérêt du privé, et c'est le rejet, et ça on le verra avec l'intervention de jeunes en philosophie, le rejet de l'altérité, et notamment ces problèmes que sont la xénophobie et le complot. La crise permanente me paraît assez intéressante. C'est quelque chose qui a été abordé dans un livre qui a ses intérêts et des fois aussi qui peut être très agaçant, le livre du Comité invisible qui s'appelle « À nos amis », où il est expliqué qu'effectivement la crise permanente est un moyen de gouvernance, un mode de gouvernement. Et c'est aussi l'objet d'une réflexion de Bourdieu lors d'un cours sur l'État qu'il a donné au Collège de France en 1990 et qui a été titré dans Le Monde diplomatique « La fabrique des débats publics », et où il explique comment justement les sondages et les tests d'opinion sont des manières justement de mettre en avant les intérêts d'une minorité, les intérêts privés, les intérêts des gouvernants par rapport aux intérêts de la majorité. Et comment finalement, à l'aide de questions savamment posées, on arrive à mettre en avant la pensée de quelques-uns. Sur l'opinion publique et l'imposition des intérêts de la classe dominante, un article m'a particulièrement frappé récemment. C'est un article qui est titré « Les pistes des économistes pour faire reculer le chômage ». Alors vous verrez dans ce titre l'intérêt des économistes, on ne sait pas qui ils sont, c'est un peu tout et n'importe qui, et notamment sur la question du coût du travail et la simplification du code du travail. Et à cela, il y a une réponse très intéressante de Rachel Sada. Si vous avez la possibilité, je vous invite à acheter Le Monde diplomatique de novembre 2016, qui s'appelle « Le code du travail garant de l'emploi ». Et ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir de quel côté de la frontière se situent les intérêts qui sont mis en avant. Celle des travailleurs ou des chefs d'entreprise? Et quid du pacte de responsabilité? Bien évidemment, cet argent qui a été donné, mais où la création d'emplois, l'argent mis dans l'innovation, s'est réduit quasiment à néant, et on pourra peut-être l'étudier avec Pepsi Economy tout à l'heure. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on accentue justement les problèmes des entreprises, du privé en France. Or, la question ne doit pas obstruer les problèmes de la société, justement, les problèmes de l'ensemble des citoyens. Et le signe du temps, un signe du temps, c'est, je ne sais pas si vous le savez, que 3% des députés sont des ouvriers ou des personnes qui viennent du milieu salarié, des classes populaires et des classes moyennes, au sein de ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Or, ça représente 50% de la population française. Le risque démocratique dans cette crise permanente, c'est que l'intérêt de la majorité soit déstabilisé par l'intérêt de quelques-uns. C'est le danger réel de ce qu'on appelle en fait l'oligarchie. Et Rousseau de dire dans le contrat social, quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est cette critique de la monarchie parlementaire anglaise que Voltaire mettait si souvent en avant. Et il expliquait que en fait, le peuple n'est pas souverain en fait, dans la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est souverain que le temps d'une élection, et passer le temps de l'élection, c'est-à-dire arriver au moment où il se retrouve dans la vie courante et que les élections sont passées, il est soumis aux gens qu'il a élus le reste du temps. Donc c'est une forme de domination. La défense de la société, donc, nécessite une prise de parole active, une intégration d'une grande part des citoyens. Et c'est reconnaître que l'intérêt du public n'est pas l'intérêt du privé. Et c'est cela que je voulais aborder ici. La gêne, c'est dans le rapprochement de la sphère privée et du public, et je pense qu'on en parlera justement avec Madame de Lépine, au sein de la politique, de la vie de la cité et de la collectivité. Les intérêts sont bien évidemment divergents, et c'est quelque chose de désuet que je vais aborder ici, mais qui me paraît d'une actualité très importante et impérieuse. D'une part, c'est l'intérêt des gens qui ne possèdent en somme que le pouvoir du vote et de leur corps, de ce qu'on appelle la force de travail, et donc qui sont désignés, et qu'on a oublié ce terme, le terme marxiste, et pourtant désuet, de prolétariat. Et d'autre part, les intérêts des possédants, des chefs d'entreprise, qui possèdent plus que le vote, une structure qui permet pour eux d'avoir du profit. C'est le terme marxiste aussi désuet, du capitalisme ou plutôt du bourgeois.
Il faut donc sortir du monde des idées hegelien, de l'arrière-monde de cette fameuse raison du monde, hein, c'est-à-dire que finalement tout irait pour le mieux de la société, tout irait finalement vers un meilleur, et qu'il n'y a pas la présence non plus d'une main invisible, on le voit bien aujourd'hui, capable de réguler le marché et de distribuer équitablement la richesse. C'était l'idée des Smiths. Et je ne sais pas, vous aviez sûrement dû entendre cette étude d'Oxfam qui dit qu'aujourd'hui, hein, l'année dernière, on avait su que 1% gagnait l'équivalent de 1% de la population gagnait l'équivalent de 50% de la population mondiale. Mais on a su aujourd'hui que 1% de la population mondiale maintenant gagne plus que 50% de la population mondiale. Ce qui est assez fameux. La rationalité donc veut que les individus soient conduits par leurs intérêts. Et il ne faut pas ici se comporter, comme le dirait Sartre, comme un bourgeois, c'est-à-dire comme quelqu'un qui nierait les rapports de classe, c'est ce qu'il dit dans Qu'est-ce que la littérature, je vous y renvoie. Ici, nous n'allons pas user d'ailleurs de la morale. On ne va pas vers ce qu'appelle Nietzsche de la moraline. Nous sommes ici pour parler d'action et d'une certaine forme d'action. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le danger, et ça c'est le troisième point, le troisième écueil, le danger d'une pensée close, de ce qui serait réduit à des formes de xénophobie ou de pensée pseudo-scientifique, de ces fameuses théories du complot. Là encore, je vous renvoie à un dossier du Monde diplomatique de juin 2015 qui s'appelle « Vous avez dit complot » et qui étudie ces choses, mais plusieurs journaux ont travaillé cette théorie et qui pullule notamment sur les derniers événements tragiques auxquels nous avons fait face, et je n'ai pas besoin de citer lesquels. Le danger d'une pensée qui se ferme et qui, par ce biais, est incapable de s'ouvrir à ce qui est autre, qui pourrait élargir ses champs de réflexion. Un livre remarquable qui a été écrit par Jean-Luc Nancy et que je vais citer ici s'appelle « La banalité d'Heidegger ». C'est un ouvrage qui ne traite pas du fait que Heidegger est banal, dans le fait qu'il soit xénophobe, puisqu'il a, je ne sais pas si vous le savez, et donc je vais le rappeler, il y a eu la publication des cahiers noirs, qui sont en fin de compte des cahiers dans lesquels on s'est rendu compte que la pensée de l'être, hein, qui est la pensée heideggerienne, était une pensée qui était liée en fait, à l'antisémitisme. Et Jean-Luc Nancy, en fait, se rend compte que tout l'heidegerianisme qu'il y a eu hein, dans la pensée française, hein, notamment chez son ami Derrida, que j'avais cité tout à l'heure, eh bien, justement, elle est liée à cette pensée qui est une pensée infamante et qui a justement des choses sur lesquelles il faut se battre. Et j'aimerais citer en fait la fin de l'ouvrage qui me paraît particulièrement intéressante, particulièrement belle aussi d'ailleurs. Il ne suffit pas de condamner l'ignominie de l'antisémitisme, il faut en mettre les racines au jour, et cela ne signifie rien de moins qu'intervenir au cœur même de notre culture. Il ne suffit pas de condamner l'extrême violence avec laquelle nous immolons des peuples, et aussi des catégories, des classes ou des couches sociales. Il faut se demander quelle obscure ressource sacrificielle opère ainsi, et en vue de quel sacré, entièrement dépourvu de sacralité, de symbolicité, si on préfère. Il ne suffit pas de regarder avec stupéfaction une histoire qui nous paraît courir à sa propre perte. Il faut apprendre à rompre avec le système que cette histoire s'est donné, celui d'un progrès dans une conquête du monde par l'homme et de l'homme par ses propres finalités exponentielles. Il ne suffit pas enfin de comprendre que être ne se soumet à aucune ontologie. Encore faut-il le retirer aussi à la domination d'un Sein. Sein, ça veut dire être en allemand, aussi bien qu'à toute autre et à la destination que sans doute tout nom traîne avec lui. Autrement dit, il faut apprendre à exister sans être et sans destination, à ne rien prétendre commencer ni recommencer, ni conclure non plus. Lorsqu'il dit qu'il faut arrêter de commencer ou de recommencer, c'est que la tentative heideggerienne était de recommencer le geste grec, le geste de pensée grecque, et de retrouver un autre recommencement que le commencement chrétien, qui justement excluait l'antisémitisme, la judéité, et donc formait une forme d'antisémitisme, et qu'en fin de compte reprend d'une certaine manière Heidegger lorsqu'il explique que le devenir en fait de l'Occident est la suppression purement et simplement en fait des Juifs, qui sont en fait le signe de l'aspect mécanique de la métaphysique et notamment de la scientificité. Mais on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions à ce sujet-là. Ici, ce que je voulais mettre en avant, et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est que c'est une certaine forme d'action que nous allons en fait mettre en place aujourd'hui. Certains d'entre vous pourraient se poser la question, ça pourrait faire penser à ce que Austin appelle les énoncés performatifs. Mais ça n'en est absolument rien. Et c'est plutôt ce que Foucault appelle la parésia. L'énoncé performatif, en fait, c'est une certaine formule qui a été énoncée par un individu qui est donc à un certain statut et qui instaure des conditions de félicité.
Par exemple, c'est un maire qui dit « Je vous déclare mari et femme ». Son statut lui permet justement de prononcer ces phrases, et la situation dans laquelle il est, la mairie, la présence des deux mariés, la présence des autres personnes, fait que cet énoncé a une conséquence, et justement les faits mari et femme. En fait, ici, la parésia n'est pas une question ni de statut ni de félicité. La parésia, c'est une forme de risque. C'est un risque que prend le citoyen lambda de s'adresser à un gouvernant et de lui dire son fait. Ce risque, c'est celui du philosophe, de la philosophie, employé chez les Platons, stoïciens, les cyniques. Enfin, c'est ce qu'étudie dans le gouvernement de soi et des autres, les 2 chapitres, donc le cours de 1983-1984, Foucault, c'est les 2 derniers cours qu'il donne au Collège de France. Et le danger de la philosophie, c'est également de se rapporter donc à des champs extérieurs, qui ne sont pas de son propre domaine d'effectivité. Bien évidemment, ici, ce qu'on va étudier, c'est la médecine, c'est aussi la question justement de la philosophie, notamment des jeunes en philosophie qui vont étudier différentes questions et on les présentera tout à l'heure. C'est la question de l'économie et ça sera enfin aussi la question du journalisme et de l'anthropologie. Ce qui m'intéresse ici, c'est que se constitue en fait le réel de la philosophie, c'est-à-dire en quoi la philosophie crée son champ de vérité. C'est la philosophie qui se rapporte à d'autres disciplines afin qu'elle forme une vérité, sa vérité. C'est en lien avec l'ergon, l'action, et une vérité autre, puisque selon les dernières phrases inscrites par Foucault, donc pour le Collège de France, il ne les dira pas, il n'aura pas le temps de les dire, la vérité ne se forme que dans une relation à l'altérité, la vie autre ou l'autre monde. Donc la philosophie crée ainsi un champ d'une parole libérée, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ici, une parole plurielle qui ne se soumet jamais à quelque idéologie dominante, mais qui suscite des questionnements, des critiques par rapport à elle-même et aux champs avec lesquels elle rentre en relation. La conférence, donc Le rebelle et la société, offre cette possibilité de parole et de débat. C'est une possibilité également de changement des mentalités et d'engagement effectif des individus dans une forme parésiastique, et c'est la philosophie entendue comme parésia. Opium, c'est une association d'étudiants, de jeunes amateurs, et certains d'entre vous le savent peut-être, amateur signifie aussi amoureux de la philosophie. La jeunesse aussi de ce cycle qui se lance aujourd'hui, et avec cette première séance, je voudrais rendre hommage à un de nos grands intellectuels disparus, il est mort il y a 1 jour ou 2, une citation qui est une forme de questionnement et de défi et qui va en fait lancer cette conférence. Méfiez-vous des rêves de jeunesse, ils finissent toujours par se réaliser. C'est Goethe cité par Michel Tournier qui le cite dans La Goutte d'Or. Voilà. Alors, donc Nicole de Lépine. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si on fait ça comme un peu dans les médias mainstream. Donc vous êtes médecin, vous êtes une ancienne interne et un ancien chef de clinique des hôpitaux. Vous avez été successivement spécialisé en pédiatrie puis en cancérologie. Vous êtes aussi oncologue. Vous êtes donc médecin des hôpitaux. Vous avez dirigé l'unité fonctionnelle de cancérologie de l'adolescent et de l'adulte jeune de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous battez notamment pour améliorer les prises en charge des malades atteints de cancer. Et vous êtes notamment reconnu dans le domaine médical pour votre apport scientifique dans le domaine des tumeurs des os et de matières molles. Vous êtes auteur de 3 livres que je vais citer. Alors après, on pourra peut-être en citer d'autres. 9 petits lits donc, sur le trottoir, qui a été publié chez Fauve en 2014. Le cancer, un fléau qui rapporte. Michalon en 2013. Et Ma liberté de soigner, dont on va beaucoup parler en fait, aujourd'hui, puisque j'ai eu la chance de l'avoir en cadeau. Donc de Michalon en 2006. J'aimerais commencer sur une citation d'Hugo que vous utilisez au début en fait, de votre livre, qui est une très belle citation. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissant l'arbre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. » Donc c'est tiré des Châtiments, c'est dans le livre 4e. Alors moi, ma question est assez simple, c'est de savoir quel est en fait votre combat et quels sont les sujets que vous avez traités justement et qui ont trait à une forme de rébellion par rapport justement à la société, puisque vous avez eu plusieurs combats à ce sujet-là. Donc j'aimerais que vous en parliez. Bonjour, merci et je suis très heureuse d'avoir un auditoire de jeunes parce qu'effectivement c'est ce dont on manque, c'est cette espèce d'échange entre les générations. Et on n'est pas rebelles, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, nous médecins. Mon mari qui est chirurgien est là aussi, puis ma collègue également.
On n'est pas rebelle, on choisit médecine parce qu'on a envie de soigner des gens, qu'on se dit finalement, moi j'avais beaucoup étudié, j'en avais hésité avec la philo, j'en avais parlé avec Guillaume, mais finalement, bon, je m'étais dit quand même, approcher des gens, approcher à l'époque des adolescents éventuellement, c'était un beau combat, donc c'était pas rebelle au sens général et sociétal, peut-être rebelle par rapport à la maladie, parce que je supportais pas en particulier de voir effectivement des enfants malades, je trouvais ça d'une injustice absolument suprême, et peut-être que c'était ça ma première rébellion dans mon enfance, puis au moment de décider de l'orientation. Et puis on ne naît pas rebelle, en tout cas je ne pense pas l'être né forcément, mais on le devient parce qu'à partir du moment, surtout comme médecin, c'est assez facile à authentifier, on commence par le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate, c'est dire, ça date de 2000 ans, hein, on va faire le mieux possible pour le patient qu'on a en face de soi, pour sans nuire à ses intérêts, sans raconter sa vie à nul autre, que ça restera dans le secret du cabinet, etc. On fait tout ce qu'on peut pour lui, on veut le soigner le mieux possible selon les données acquises de la science. Hein, ça a été confirmé également par les tribunaux, par l'arrêt Mercier en 1936. Bon, c'est officiellement encore un tout petit peu, normalement, la règle que devraient suivre les médecins, puis on va y venir. Et puis, de quoi on s'aperçoit, et progressivement, de quoi on s'aperçoit de plus en plus, et surtout dans les 30 dernières années, c'est que progressivement, ce métier, ce merveilleux métier, on peut quand même encore le dire, ça ne veut pas dire qu'il faut conseiller de le faire en France en ce moment, mais bon, le temps que les jeunes entrent en médecine et qu'ils finissent, peut-être qu'on aura quand même réussi à modifier la société grâce à vous tous. Mais c'est un merveilleux métier, mais on ne peut plus le faire. Et qu'est-ce que vous voulez là? Soit vous soumettez, hein, soumission, je crois que c'est le mot le plus important à avoir en tête en ce moment partout, hein, pas seulement en médecine, probablement au collège, peut-être dans les FAT, ça je ne sais pas trop, mais bon, soumission, soit vous soumettez, soit vous restez un individu propre à l'état pur, vous ne voulez pas devenir l'objet de cette société, vous ne voulez pas devenir le robot des gens qui nous gouvernent, l'oligarchie qui nous gouverne, et au niveau national et peut-être plutôt et aussi international. Donc, qu'est-ce que vous avez comme choix? Effectivement, la rébellion. Alors, je ne sais pas, Guillaume disait tout à l'heure que la révolte est toujours un acte. Je ne suis pas sûre, on peut être révolté. Moi, c'est même un problème. C'est pour ça que je trouve intéressant de revenir sur le mot, parce que c'est un problème, parce que des gens révoltés, on en voit beaucoup. On en a eu beaucoup autour de nous. On a des patients révoltés, on a des collègues révoltés, on a des infirmières révoltées, enfin tout le milieu médical en particulier est révolté. On a des enseignants révoltés, parce que bon, quand on est pédiatre, je fais de la cancérologie pédiatrique, hein, c'est-à-dire c'est les deux, ils vont ensemble. Donc on a continué à avoir aussi beaucoup de parents. On a beaucoup de parents révoltés. On a beaucoup de gens révoltés, mais souvent, malheureusement, ils ne savent pas quoi faire. Et j'espère qu'en sortant d'ici, on pourra leur donner des conseils, ou en tout cas en suivant vos cycles, quoi faire pour effectivement sortir de ce système infernal qui depuis, je dis vraiment une trentaine d'années, parce que pour nous qui avons vécu le cycle, moi, en gros, on a été interne en 69 à peu près, c'est pas d'hier. Et bon, il y a eu la révolte de 68, mais enfin bon, on pourra en discuter, mais qui a changé beaucoup de choses, en fait, dans l'enseignement ensuite. Alors, lié ou non à 68, je ne sais pas, ça, il faudrait l'analyser comme sociologue, je ne l'ai pas fait. Mais bon, mettons jusque dans les années 80, on avait la sensation, en tout cas, qu'on pouvait à peu près soigner les malades comme on le souhaitait, en fonction des données acquises de la science. On pouvait leur donner les médicaments qui nous paraissaient les mieux pour eux, on pouvait leur faire les examens qui paraissaient le mieux. Et puis, à partir des années 83-84, les Golden Boys, etc., la période Thatcher, hein, donc il faut quand même que vous, même si vous êtes très jeune, il faut quand même que vous connaissiez tout ça, on a vu progressivement l'argent, la finance, le fric, prendre le pas sur tout le reste. Alors, ça s'est passé progressivement, discrètement, parce qu'ils sont très malins, tous les oligarques qui nous gouvernent. Il ne faut pas prendre les gens pour des débiles. Ils font ça très intelligemment. Pendant 25 ans, à peu près entre... le temps de ça se mette vraiment de façon claire en médecine. Il y a eu la loi Evin en 91, et puis ensuite, 96, il y a eu, vous savez, peut-être certains de vous se souviennent des manifs dans les rues où nous marchions des heures. 95, c'était les ordonnances Juppé, et Juppé, à ce moment-là, a voulu mettre, c'est quand même important que vous sachiez, parce qu'on nous le ressort là, alors nous, ça nous fait, je sais pas, vous supportez peut-être, mais nous, on supporte mal, parce que en 1996, donc on approche quand même, on n'est pas si loin, donc je survole vite, on a vu qu'on voulait nous piquer, j'allais dire, la sécurité sociale, carrément, qu'en gros, c'était un hold-up sur la sécurité sociale, et en même temps, un hold-up sur la médecine telle que
un médecin normalement constitué, fidèle à son serment d'Hippocrate, aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses patients, et bien qu'on voulait nous piquer ça, puisqu'on nous mettait la bureaucratie sur le dos, c'est-à-dire qu'on a créé, donc les ordonnances Juppé en 1996, créent les premières agences régionales d'hospitalisation, qui créent donc une bureaucratie qui, de plus en plus, va donner le pouvoir aux directeurs d'hôpitaux, aux financiers, aux comptes, la finance, etc. Donc, effectivement, on ne peut que se révolter, se rebeller et résister. Mais qu'est-ce qui se passe si on résiste? Il y en a quand même beaucoup qui sont éliminés, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le ménage autour de nous et il faut continuer à résister. Et quand on résiste, on se fait diffamer, calomnier, on se fait piquer Par exemple, dans un service hospitalier, c'est assez simple. Bon, écoutez, je me souviens qu'en 97-98, je suis donc oncologue pédiatre dans un CHU. Enfin, il y avait des mouvements de médecins qui déjà se défendaient beaucoup. On s'était battu à l'époque pour les petites maternités. Et la mode était de dire il faut fermer les petites maternités parce que si on accouche dans des petites maternités, vous avez moins de chances votre bébé a plus de risques, vous avez moins de chances que ça se passe bien, etc. Et en fait, c'est qu'une histoire de frites, c'est une histoire de concentrés, comme on a fermé les usines pour les concentrer, on a fermé, je ne sais plus Citroën, là, à Aulnay-sous-Bois, etc., pour concentrer les choses. Ils ont fait rigoureusement la même chose en médecine, et absolument indépendamment de tout intérêt du patient. Alors, je ne sais pas combien de temps me donne Guillaume, mais je veux dire, on n'est pas obligé Moi, je veux bien plutôt peut-être répondre à vos questions, parce que, comme je disais à quelqu'un, on peut parler 3 heures, et on a une destruction, et on arrive là, alors après les ordonnances Juppé, eh bien, il y a eu les plans, par exemple, en ce qui nous concerne, il y a eu les plans cancer, alors qu'on été présentés pour la population formidable, un fléau. Chirac, qui avait été quand même élu en 2002, vous commencez sûrement à vous souvenir de ça, parce que risque avec le FN. Alors, il fallait quand même qu'il redore. Bon, c'est pas très bien quand même d'être élu juste pour être contre le FN. Et donc, il a redoré son blason avec le plan cancer. Alors, le plan cancer, ça consistait à dire, vous savez, on va vous donner tout ce qu'il faut, etc. Mais non, il n'y avait pas de problème de cancérologie en France. On avait... depuis les 30 dernières précédentes, entre 70 et 2000, on avait 1% d'augmentation de guérison chaque année de plus pour les cancers de l'enfant et de l'adulte. Donc, il n'y avait pas de fléau. Et tout se passait bien. Les gens étaient relativement contents. En 98, on était officiellement, alors c'était vrai peut-être ou pas tout à fait, mais enfin, on était en gros premier ou dans les premiers systèmes de santé à tous égards. C'est-à-dire qu'à la fois pour la satisfaction des patients, à la fois pour les guérisons des patients et à la fois pour la tête de tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on le soit le SDF ou le ministre, on était aussi bien traités. Et tout ça a été cassé en 20 ans. Enfin, oui, en 20 ans, entre 95 et maintenant. Donc, effectivement, progressivement, il y a eu une révolte pas possible, il y a eu une rébellion qui devrait exister. Moi, je pense que... moi, je voyais un peu dans l'autre sens, quoi. Tout le monde est révolté, mais il ne se rebelle pas beaucoup. Mais peut-être c'est moi que... Bon, je suis pas... Même si j'aime bien les livres de philo, j'en lis pas assez, donc peut-être je me trompe sur le sens des mots, mais... En tout cas, nous, on vit comme ça. C'est-à-dire que les gens sont conscients que ça va mal, sont révoltés au fond d'eux, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, on vous dit là qu'il y a 50% des médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital public. C'est pareil, puisque de toute façon, on est sous le joug bureaucratique absolu, qu'on soit en ville ou en public, ça ne change rien. Et donc, vous avez 50% des médecins qui sont en burn-out et vous avez 2,5 fois plus de suicides chez les médecins que dans la population générale. Je pense que ça doit être à peu près comme chez les policiers, j'imagine, mais je ne sais pas exactement le taux. Mais donc, il y a une souffrance majeure, mais il n'y a pas une réaction fantastique. Et alors, ce qui est absolument... et je finirai peut-être là-dessus si je suis trop longue, non, ça va encore. Ce qui est le plus aberrant, c'est que bon, les médecins sont malheureux, ils se suicident, etc. Mais à la limite, ils peuvent partir travailler à l'étranger ou changer de métier, aller vendre des bananes, hein, c'est pas un souci. Mais par contre, les patients, les 65 millions de patients, 66 depuis quelques jours, les 66 millions de patients, ils sont dans un état de sous-traitement fantastique parce qu'on les soigne de moins en moins. On leur donne pas les traitements éprouvés, démontrés efficaces, publiés, etc., qui guérissaient quand même beaucoup de patients. Par exemple, en cancérologie adulte, on guérissait, en 1985, on guérissait 50% des cancers de l'adulte. Et on guérissait 3/4, voire plus, des cancers de l'enfant. Et maintenant, maintenant, on n'a plus de statistiques parce qu'il ne se passe rien. Ce qui est sûr, c'est que tous ces traitements éprouvés qu'on leur donnait à l'époque,
aucun de nous, cancérologues, en ville ou en privé ou en public, n'a plus le droit de les donner. Les fabuleux plans cancer ont demandé qu'on entre le maximum de gens dans les essais thérapeutiques. C'est le but du plan cancer, des plans cancer. Vous allez, si vous tapez Institut national du cancer, et vous voyez que le but, et puis c'est formidable, le plan cancer 1, il a fait 2, il a fait mieux que le plan cancer 1. On a entré tant de malades de plus dans le plan cancer 2 que dans le plan cancer 1. Oui, on a rentré beaucoup de gens dans les essais thérapeutiques. Oui, merci, comme je dis toujours en finissant les conférences en général. Ne soyez pas malade, vous avez quand même un peu plus de chance, là vous êtes jeune encore, et achetez des actions Sanofi. Pour l'instant, c'est plutôt ça, quoi, le bon conseil. Non, c'est hallucinant. Hein. C'est-à-dire qu'on ne donne plus aux gens les traitements, mais vous allez reconnaître forcément des gens, dans ce que je raconte, des gens proches dans vos familles, etc. On ne donne plus les traitements éprouvés. C'est-à-dire tout ce qui marchait, on leur dit « Ah, vous avez de la chance d'être français, on va vous donner tout de suite les nouvelles molécules. » Vous avez bien entendu, notre ministre de la Santé a dit ça plein de fois. D'ailleurs, en Angleterre, ils sont très méchants, ils ne donnent pas toujours les nouvelles molécules directement. Or, ces nouvelles molécules ne sont quasiment pas expérimentées ni en toxicité, et encore moins en efficacité. Et si on regarde de très près, là, on est en train de faire la littérature internationale sur ces nouvelles molécules, mais c'est aberrant, elles ne marchent pas. Elles ne marchent pas. Elles stabilisent éventuellement 5-6 mois, oui, bah d'accord, mais c'est des gens qu'on aurait guéris éventuellement. Et puis après ça, ils font des complications, ils meurent éventuellement d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, et puis leur maladie évolue. Et donner les traitements éprouvés en deuxième intention, ça ne marche pas toujours autant. Bon, je veux dire, on est dans une catastrophe. Et tous ces patients, alors, ils sont vite envoyés en soins palliatifs. Vous allez aussi écouter soigneusement, quand on sera quitté, vous écouterez de temps en temps, vous verrez que les gens, ils meurent plus d'une longue maladie, ou rarement. Quand on voulait dire, il y a 5-6 ans encore, on disait « Ah, ils sont morts, un telle vedette, il est mort d'une longue maladie. » Non, maintenant, il meurt. Il avait une longue maladie, mais il est mort brutalement. Il est mort d'un cancer foudroyant. Vous parlez, on a transformé les longues maladies en cancer foudroyant. Alors, je ne sais pas si ça suffit pour diminuer la durée de vie, mais ça et le reste, c'est-à-dire on passe plus rapidement qu'avant les gens en soins palliatifs, on fait quand même très facilement des euthanasies plus ou moins discrètes, plus ou moins avées. Bon, oui, il en a marre. D'ailleurs, il n'en peut plus, ce patient. On lui a expliqué qu'il dérangeait tout le monde. Puis au bout d'un moment, effectivement, les gens ne supportent plus de ne pas être traités, quoi. Donc, il y a des tas de raisons qui font qu'effectivement, la durée de vie on peut en parler. Ce n'est pas encore les baby-boomers, parce que les baby-boomers, c'est nous. Hein. On est nés en 1946. Ben ouais. Et là, statistiquement, les femmes, ça vit 85 ans. On ne meurt pas à 70. Donc, quand ils vous disent que c'est parce que les baby-boomers sont en train de mourir, c'est du mensonge absolu. C'est parce qu'on ne soigne plus les gens, qu'il y a une pauvreté qui augmente, parce qu'il y a les SDF qui augmentent, parce que, alors plus ou moins SDF, mais enfin, en tout cas, des gens qui vivent dans de très mauvaises conditions et de mauvaises conditions d'hygiène, parce qu'on leur colle des tas de médicaments extrêmement toxiques, y compris des vaccins d'ailleurs, qui collent aussi pas mal de décès. Donc, vraiment, c'est un vrai problème de santé publique. Or, je disais, les médecins, on peut toujours se barrer, nous, mais les patients, les 61 millions de patients à qui on a collé la loi de santé, vous avez vu que la loi de santé, je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu, mais c'est dommage, je ne l'ai pas fait, mais de toute façon, ils ont tellement tout caché. La loi qu'a fait passer Mme Marisol Touraine le 17 décembre, en plein état d'urgence, avec interdiction vraie de manifester aux médecins. Parce qu'avec l'état d'urgence, on laisse manifester qui on veut. En tout cas, les médecins n'avaient pas le droit, ni les infirmières, etc., n'avaient pas le droit de manifester. Donc, elle a été votée, cette loi, en dernière lecture le 17 décembre, devant moins de 20 députés. Ça suffit, semble-t-il, pour qu'un texte soit voté. C'est important de vous le sachiez, c'est important de vous battiez, parce qu'il faut que tous les Français et les gens qui vivent en France et qui prennent en main ce combat contre cette loi, parce qu'une loi, elle est votée, et puis bon, après tout, on peut en voter une autre, et puis surtout, on peut ne pas faire les décrets d'application. Alors, le rideau de fumée, c'était le tiers payant généralisé, vous n'allez plus rien payer, etc. Oh, vous inquiétez pas, les mutuelles, elles vont augmenter, ça pour payer, vous allez payer par derrière, mais surtout, vous ne devez plus... Nous n'avons plus, et je conclurai là-dessus, la liberté de soigner. Nous n'avons plus le choix, nous, médecins, de vous donner le meilleur traitement en fonction des données acquises de la science. Nous devons respecter comme prescription ce que nous dit la mutuelle auquel vous aurez adhéré, et ce que nous dit aussi les agences régionales de santé qui ont été votées, qui ont été créées dans la loi de Bachelot, donc la loi Bachelot en 2009, et puis appliquée
avec Marisol Touraine depuis 2012. En pratique, c'est-à-dire, si vous voulez avoir l'autorisation de travailler, il ne faut pas avoir un diplôme de docteur en médecine et des spécialités. Non, ça ne sert à rien. Il faut appliquer et qu'on puisse mettre des croix dans le questionnaire de l'accréditation. Donc, évidemment qu'on est rebelle, parce que sinon on n'a plus d'existence. Mais voilà, c'est parce qu'il faut être rebelle si on veut que vos enfants, nos petits-enfants... moi, vraiment, j'ai très, très peur pour nos petits-enfants si on ne se bat pas, quoi, parce que on se dit, mais est-ce qu'on peut les envoyer dans un autre pays? Mais alors, on les envoyait où? C'est pas si simple non plus de trouver où il faut aller. Voilà, non, je veux dire, on est dans une situation catastrophique. Perte de la liberté de soigner pour les médecins, perte du choix du médecin pour le patient lambda, enfin pour le citoyen lambda, et perte... oui, de toutes les indications, oui. Alors oui, mais il y a une régression fantastique en 20 ans, parce qu'effectivement, Gérard est là, je vous parle un petit peu de... Mais c'est vrai qu'on soignait des malades atteints de tumeurs solides, et particulièrement de tumeurs des os et des parties molles. Et Gérard, lui, était orthopédiste dans un autre hôpital, et avait mis au point des techniques pour ne plus couper les jambes. Et bon, alors en 80, on était contents, ça a été difficile à imposer, on avait pas mal d'emmerdes pour imposer ça, parce que couper les jambes, ça paraissait sympathique à tout le monde, il faut croire, donc quand on les coupait pas, on se faisait vraiment mal voir. Mais néanmoins, on avait quand même réussi à imposer ça, de guérir les gamins, non seulement en les guérissant de leur cancer, mais aussi qu'ils puissent avoir une vie normale, avec des jambes normales, avoir des gamins, etc. Après, il y en a peut-être chez vous, moi je sais que j'ai eu des patients qui ont été diplômés de cette école-là, qui sont actuellement en Californie. Je ne sais pas si c'est Catherine. Et peut-être c'était votre proche, je ne sais pas. Et donc, si vous voulez, on était contents, quoi. Dans les années 90, on avait l'impression d'avoir notre petite goutte d'eau, là. Chacun dans la vie, il met sa petite graine. Et puis non, régression pas possible, puisqu'on n'a plus le droit de traiter. On n'a plus le droit de traiter. Et en particulier, en gros, les cancérologues sont poussés très, 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 très fort à mettre les nouvelles molécules qui rapportent. Après, le malade, on s'en fout. Hein. C'est quoi un malade? C'est un objet traité par un robot, conditionné par des financiers. C'est assez simple, en fait. Hein. Et ces financiers sont, évidemment, on les relaie par les jaunes. Il y a des jaunes dans tous les hôpitaux. Et puis, partout, il y a des jaunes dans les usines, dans les hôpitaux. Et puis, les directeurs, et pareil, il y a des directeurs jaunes, mais ceux qui ne le sont pas, ils sont vite virés aussi. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gamins, ils sont à nouveau amputés, quoi. Je veux dire, c'est insupportable. Ça se voit parce que c'est tout de suite, quoi. Bon, ceci dit, les gamins nous, on nous a fermé notre unité. Moi, je suis partie à la retraite le 18 juillet. Le 7 août, notre unité était fermée après des... Bon, j'ai mis quelques tweets aujourd'hui pour ceux qui tweetent. J'ai mis quelques tweets avec quelques photos parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du suicide d'un patron à Pompidou, où ils veulent nous faire... le directeur général de la paix veut nous faire croire que c'était des problèmes personnels. Alors, je me suis permis quand même quelques tweets en disant que nous devions avoir tous, les personnels, les patients, les médecins, des problèmes personnels, parce que ils ont changé les serrures comme ils ont fait à Pompidou. Enfin, il y a eu les mêmes... C'est leur façon de manager. Le harcèlement est une façon de manager actuellement, enseignée dans les universités américaines, et puis ça a déboulé ici. Donc, je veux dire, ça, là aussi, il y a plein de bouquins là-dessus, sur le harcèlement moral au travail, etc. C'est pas nouveau, sauf que le directeur général de la paix le nie pour un patron de cardiologie de Pompidou, quand même. Le mec, il saute du 7e étage de Pompidou. Et c'est exactement ce que nous, on a vécu. Donc, j'ai mis un certain nombre de tweets avec des photos de la grève des parents. La grève de la faim des parents, avec des photos des... J'ai pas mis le CRS, mais je vais les remettre un autre jour. Avec des photos des parents enfermés qui n'avaient pas le droit de sortir de la chapelle où ils faisaient la grève de la faim, sans visite, sans télé, sans toilette. Ils avaient des petites boîtes en carton, charmant. C'est ça la paix en 1914. Pas 1914, mais en 2014. En 2014. Qu'est-ce que vous voulez... Oui, effectivement, il faut se rebeller, il faut que vous soyez là, il faut que vous vous leviez. Je ne sais pas sous quelle forme. Alors... Je vais juste prendre la parole 2 secondes. Donc Régis, tu vas pouvoir prendre la place après, en fait, pour pouvoir après évoquer le sujet. Non, mais vous pouvez rester là, Madame Delépine. Je serai trop bien en face. Ah, d'accord. Vous voulez être en face. D'accord, il n'y a pas de souci.
Alors en fait, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Je vais reposer des questions ensuite. J'avais une question que j'avais en particulier, mais comme il y a pas mal de passages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préférer peut-être qu'une fois que tout le monde sera passé, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui passeront, effectivement passer plus de temps avec le public. Ce que je voulais juste dire par contre par rapport à la rébellion et à la révolte, pour que ce soit un peu dit, la rébellion c'est un refus, c'est une manière en fait de se délier, enfin de se rebeller contre. Enfin, c'est un peu problématique de utiliser le même terme, de refuser plutôt une forme de soumission, et elle se fait dans un temps beaucoup plus court que la révolte. C'est un temps plus long. C'est ça en fait la différence. Elle n'est pas très grande en fait, mais c'est pour qu'on s'accorde un peu sur les mots. Que j'ai dit un petit peu et que Anouk va présenter rapidement. Moi, j'ai présenté dans les grandes lignes. On a 3 intervenants en fait jeunes, des jeunes étudiants, certains d'Opium. Alexis n'est pas d'Opium en particulier, mais il va nous faire quelque chose aussi en philosophie. Et en fin de compte, ces interventions n'ont pas vraiment de lien. Par exemple, c'est pas sur la médecine là pour le coup, quoique ça a peut-être quelques rapports. Mais l'intérêt en fait de ces interventions, c'est des interventions philosophiques de jeunes qui ont fait des recherches sur des choses qui ont trait à la rébellion et à la société. Et ça m'apparaissait intéressant de leur donner la parole. Voilà. Donc avec Alexis, on va passer à un autre sujet qui est celui du rebelle et du groupe. Que ce soit les révoltes du printemps arabe ou la révolte des Fémènes, ou même encore, si on remonte dans le temps, la révolte des révolutionnaires français de 1789. La révolte apparaît d'une manière générale difficilement comme l'acte effectué par le solitaire. Ainsi, le révolutionnaire souhaitant initier le changement ne saurait être seul. Il a donc besoin du groupe, mais qu'en est-il de la singularité de chacun dans ce même groupe ? C'est ce dont Alexis va nous parler. Il est en master de philo à Paris 1 et il va donc traiter de la notion du groupe à travers le problème fondamental de la singularité de chacun. Bien. Vous m'entendez ? Oui. Merci d'abord pour l'invitation. Donc, je vais essayer d'être très bref pour laisser la parole à tout le monde. Et donc, je voudrais aussi, à mon tour, tenter d'esquisser quelques remarques plutôt en contrepoint, je dirais, pour aborder cette question de la rébellion et également la distinction entre une rébellion et une révolte. Donc, en tout cas, il me semble que c'est la rigueur et l'exigence intellectuelle qui doivent être nécessaires lorsque l'on décide de s'interroger sur un tel concept. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense, depuis ces 40 dernières années, la rébellion est au centre des productions théoriques, mais des productions théoriques qui me semblent peut-être quelque peu esthétisantes, en tout cas. Et je pense des réflexions qui ont bloqué véritablement, alors là il faudrait aussi des développements plus amples pour le démontrer, mais qui ont bloqué véritablement les tentatives concrètes, pratiques de contestation de l'ordre social établi. Et donc cette exigence, je crois, doit nous conduire incontestablement à dégager les conditions d'efficacité pratique d'un tel acte. Et ces conditions d'efficacité sont non seulement pratiques, concrètes, car quand on pense à la rébellion, on pense à un acte matériel, concret, une insoumission, comme cela a été dit, mais je crois qu'il faut se placer également dans une perspective très théorique et envisager peut-être l'avant de la rébellion. Je pense que la rébellion, entendue de façon absolue, reste insuffisante si on ne pense pas à lui adjoindre une autre notion, donc celle du groupe. Donc, je le sais, aujourd'hui, il ne fait pas bon de parler du groupe et du lien social qui s'y développe. Le groupe, le lien social sont des notions qui sont assez contestées et bien souvent, je pense, à juste titre. Donc, quand on parle du groupe et du lien social, on a, si vous voulez, la chance d'avoir une double critique qui s'abat sur soi-même. C'est la critique, d'une part, du communautarisme, du particularisme, et d'autres qui crient au retour de la norme et de la domination du tout sur les partis. Et donc, des critiques qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, si on caricature, on a contre nous, d'une part, les critiques réactionnaires ou néo-réactionnaires et les critiques des libéraux.
Donc je pense, aujourd'hui on est tellement habitué aux critiques des réactionnaires ou des néo-réactionnaires, qu'il n'est pas nécessaire d'y répondre. Au contraire, les critiques libérales, je pense, ne doivent pas être éludées si vite, car elles constituent, selon moi en tout cas, un garde-fou assez solide contre les phénomènes de domination qui existent et que l'on rencontre bien souvent à l'intérieur des groupes. Elles constituent, ces critiques libérales, je pense, des tests négatifs. Néanmoins, le postulat du néolibéralisme reste toujours le même. Il est biaisé, je pense, dès le départ. C'est de considérer, se donner une théorie de l'homme, une théorie erronée, car considérant l'homme de part en part rationnel et autosuffisant. Et on sait aujourd'hui ce que ça donne. Donc ce sont là les axiomes de la théorie du choix rationnel, d'ailleurs, que Bourdieu, en 1980, je crois, avait sévèrement critiqué dans le sens pratique. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du groupe lorsqu'on parle de la rébellion. C'est du groupe, je pense, que l'acte de rébellion reçoit et résonance, et légitimité, et surtout efficacité, efficience politique. En effet, vouloir contester et transformer l'ordre social dominant, se rebeller contre cet ordre social dominant, implique toujours, même si on est seul, une collectivité. Et seul le groupe permet de prendre en compte cette collectivité. J'essayerai donc d'en montrer la possibilité en ayant toujours pour garde-fou ce test théorique néolibéral en négatif, si je puis dire. Deux tâches incombent à tout groupe déterminé à rentrer en rébellion. Une tâche d'analyse théorique et critique d'un ordre établi. Et, d'autre part, une tâche programmatique, c'est-à-dire une tâche d'objectifs à élaborer théoriquement pour ensuite les atteindre pratiquement. Il s'agit là de l'identité du groupe, de son être même. C'est une vérité du groupe qui advient alors et qui tend, autant que faire se peut, vers une certaine universalité. Un moment précaire s'il en est, puisque l'on sait aujourd'hui les effets de pouvoir que peut avoir ce qui se prétend et ce qui se donne comme vérité, ce qui se donne comme une universalité. On sait aujourd'hui, et je tiens à le dire, que c'est au nom d'une certaine universalité, des droits de l'homme notamment, de la dignité humaine et autres supplétifs du même genre, que nous vivons dans un pays où l'islamophobie quotidienne ne pose pas de problème puisqu'elle est cautionnée, entérinée et développée par nos dirigeants politiques de droite comme de gauche. Et on sait, par exemple, le mouvement de contestation féministe, eh bien, les effets de pouvoir qu'il peut avoir sur des femmes qui décident de porter le voile. Bon, c'est une question un peu plus très longue et que je ne développerai pas ici. Mais je voudrais en montrer les effets normatifs qu'il s'agit véritablement d'éviter pour constituer un groupe de rébellion. En d'autres termes, la question centrale doit être la suivante. À quelles conditions un groupe qui entre en rébellion ou en sédition peut-il se constituer tout en faisant droit aux singularités de chacun et développer ainsi une certaine universalité, ou en tout cas ce que j'appellerais une universalité non restrictive, qui n'exclut personne, qui est non excluante. Et donc c'est à ce niveau-là, je pense, que nous devons véritablement envisager la question du groupe, donc dans un ordre théorique, avant d'entrer dans la praxis, si je puis dire. Donc vous l'aurez compris, c'est le modèle centraliste qui ne me semble pas fécond. S'instaure forcément une scission entre les instances dirigeantes qui détiennent le monopole des tâches théoriques, de critique et d'élaboration d'un programme également, et le reste des militants. Donc une division du travail par trop accentuée. Comment espérer une quelconque efficience politique en reconduisant à l'intérieur même d'un groupe qui se veut contestataire et qui veut rentrer en rébellion? Comment donc envisager une efficience politique en reconduisant un certain type de domination bureaucratique? Il s'agit toujours de bloquer les potentialités créatrices des individus, et c'est très regrettable, et c'est ce que j'essaierai de montrer. On pourrait en regard parler également du spontanéisme. C'est un autre problème, mais je pense qu'il me semble difficile, en tout cas, de constituer un véritable groupe uni, avec une certaine unité théorique, en partant d'une telle théorie. Donc je pense qu'un autre modèle est envisageable, et c'est celui du groupe sujet dans un domaine bien circonscrit.
Et les analyses qu'élabore Félix Guattari dans les années 1960, avant sa rencontre avec Deleuze, et qu'il a reprise d'ailleurs dans un recueil qui s'appelle Psychanalyse et transversalité, me semblent tout à fait précieuses et utiles pour envisager, pour aborder cet autre modèle. Je voudrais donc reprendre très rapidement son concept de groupe-sujet, tout en essayant modestement de le retravailler et de l'actualiser pour notre propre actualité. Un tel groupe-sujet pourrait se définir par un refus systématique des vérités préétablies. Comment est-ce possible ? Tout simplement en ne privilégiant aucun signifiant politique. Tous les membres d'un groupe doivent pouvoir s'y exprimer, ce qu'est leur vie, ce qu'est leur existence quotidienne, leurs désirs, leurs fantasmes même, ce qui constitue pour eux, et je reprendrai l'expression de Judith Butler, une vie bonne. Le groupe sujet, en fait, doit devenir le lieu par là même d'une libération de l'imaginaire politique. Et comment, bien évidemment, a pu éclore mai 68 ? Tout simplement parce que des groupuscules se sont développés et qu'ils ont refusé les signifiants politiques alors prédominants, ceux du Parti communiste notamment. C'est par un imaginaire politique libéré que des mouvements de contestation tout autres, c'est-à-dire inattendus, peuvent véritablement se développer. Parce que chaque témoignage doit révéler les impensés du monde social et qu'une analyse critique doit prendre en compte. Les perceptions doivent se modifier, on doit changer d'optique, et on commence peut-être à voir enfin l'inacceptable qu'on avait tant supporté auparavant. De même, les désirs et les fantasmes, même les plus loufoques, doivent permettre de penser autrement et autre chose, de ne plus se contenter et de se cantonner à des objectifs qui sont souvent ceux que l'on nous impose. Officiellement, une pensée d'État qui nous impose ce que nous pouvons espérer comme émancipation, ce que nous pouvons espérer comme objectif. Ces paroles, ces témoignages, en se corrigeant, se nuançant, en s'étayant même, parviennent, sans jamais vraiment s'immobiliser, à faire droit aux singularités de chacun. Bien évidemment, il est un moment où il faut agir, et la dimension pratique est incontestable. Mais ces signifiants-là politiques peuvent devenir, en se cristallisant, de véritables objectifs politiques à atteindre. On peut penser qu'impulsé de cette façon, l'acte de rébellion aura la plus grande résonance politique pour qu'il ne soit pas exclusif ou excluant, et peut-être également la plus grande efficacité, c'est-à-dire en mobilisant un grand nombre de gens. Il s'agit toujours, en quelque sorte, de repousser la frontière entre le normal et le pathologique. Cesser de dire que certains comportements sont pathologiques, nuisent à la cohésion d'un groupe, nuisent à l'objectif que l'on peut atteindre, mais justement, au contraire, libérer un imaginaire politique qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Alors, on peut considérer cette perspective-là comme idéaliste, certes. De tels groupes sujets ne peuvent être que restreints, fondés sur des objectifs bien délimités dans un domaine précis. Mais je pense, et qu'il faut reprendre ici les idées de Foucault, on ne peut plus penser à un mouvement social de rébellion globale. Un tel mouvement est excluant forcément, on retombe dans un grand récit d'émancipation, et Lyotard l'a bien montré, ces récits d'émancipation excluent souvent. Il faut au contraire penser une multiplication des luttes, à mon avis, locales, et ces luttes locales-là, en s'additionnant, en se multipliant, vont ainsi permettre, dans des domaines bien précis, de pouvoir opérer un démantèlement de l'ordre social établi sur des domaines toujours très bien délimités, bien précis. Et je pense que cette globalité-là n'est pas à rejeter, mais elle passe forcément par une multiplication du local. Donc voilà ce que je pouvais dire. Il s'agit là, bien évidemment, de perspectives, de pistes de réflexion qu'il faudrait encore plus, davantage développer, mais elles me semblent néanmoins remettre au centre des réflexions, au centre de l'acte de rébellion, le désir militant. Et en effet, l'acte de rébellion a toujours trait avec ce désir-là qui, je pense, ne doit pas être occulté. Merci. Merci beaucoup Alexis, surtout pour ce témoignage et cette analyse vraiment très pertinente qui nous permet de rebondir, qui est justement un moyen de retravailler justement la question des luttes. Alors ce qui est très complexe, c'est qu'effectivement l'événement tel qu'il a été produit est très divers, et il est en même temps, c'est ça aussi cette force d'avoir une forme de diversité, et c'est vrai que c'est très difficile de faire la transition avec les suivants, donc je ne vais pas pouvoir
je vais devoir en fait la faire de manière un peu abrupte. Ça va être aussi le défaut en fait de cette conférence-là. Et effectivement, j'espère. Alors là, le temps tourne. Alors j'espère qu'on aura le temps, pour des questions et peut-être aussi des questions pour revenir justement sur ce que tu as dit, mais qui me paraît justement assez central. Et peut-être aussi une conférence qu'on fera aussi sur la question de la rébellion avec tous ces intervenants jeunes pour effectivement former, parce que cette pensée jeune, cette pensée dynamique me paraît fondamentale. Donc nous accueillons aussi aujourd'hui donc Lorraine Tran et Erwan Lehou, donc qui sont deux jeunes étudiants en économie. Donc Lorraine est à Paris 13 en master 2 et Erwan est à Nanterre en master éco-sociaux. Ils font tous les deux partie d'une jeune association qui s'appelle PEPS Économie, qui est une association pluri-universitaire qui regroupe des cursus très différents, école, université, classe préparatoire. Vous défendez donc tous les deux l'enseignement pluraliste dans le supérieur en économie, c'est-à-dire une étude économique qui ne serait pas simplement fondée sur les théories libérales et néolibérales, mais une approche grandement quantitative et une approche aussi grandement quantitative et mathématique. Et en cela, on rejoint aussi cette question effectivement de réunir des choses très diverses pour pouvoir penser justement la question de la collectivité, toutes ces singularités. Dans un certain ouvrage, et c'est par vous que c'est cet ouvrage-là que je vous ai connu, en fait, un ouvrage est sorti l'année dernière qui a fait un peu de bruit, qui s'appelle « À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ?», qui a été écrit sous la direction d'André Orléans aux éditions Les Liens qui libèrent en 2015. Et donc, je vous laisse effectivement présenter PEPS Économie et puis effectivement cette question de l'enseignement pluraliste de l'économie. Merci. Merci Guillaume de nous avoir présenté. Alors, moi, comme il m'a présenté, je suis donc étudiante en économie. Au début, Et donc au début, je comprenais pas trop son invitation. Philo, Adam Smith. La dernière fois que j'ai entendu parler de philo, c'était en classe de terminale. Je me rappelais vaguement de la théorie des sentiments humains, mais je voyais pas trop ce qu'on allait chercher. Et puis là, Guillaume a pris le temps de m'expliquer qu'en fait, ce qui vous intéressait en tant que philosophe, et pour certains politistes ici, c'était de comprendre comment nous, on était passé d'une contestation en puissance, d'une pensée révoltée, à un acte adéquat. Donc, on a accepté l'invitation avec plaisir. On est très content d'être ici. On espère avoir des questions avec vous, parce que justement, il y a un cloisonnement disciplinaire en économie et on n'a pas trop l'habitude de pouvoir échanger avec des étudiants d'autres cursus. Alors, l'étymologie ne remplace pas la philosophie, mais quand j'ai vu le titre de la conférence, je suis allée voir dans mon dictionnaire, rebelle. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, rebelle, c'est rebellis, donc ça veut dire refaire la guerre, repartir en guerre. Alors, je me suis posé la question, pourquoi on nous invite, PEPS Économie, à une conférence qui s'appelle « Le rebelle et la société ». Quelle guerre on recommence, contre qui, contre quoi? Donc Erwan va essayer un peu de mettre du clair dans tout ça. Et pour reprendre la présentation de Guillaume, nous, on n'est pas contre les théories libérales ou néolibérales. Nous, on est vraiment sur la partie théorique et la partie intellectuelle du pluralisme. Donc on n'a pas, bien sûr, il y a une contestation implicite qui est politique, mais c'est pas ça notre positionnement. Donc là, je laisserai Erwan développer sur ce point, et aussi, je reprendrai la parole assez rapidement après pour vous montrer comment nous, en tant que groupe, donc ça fait lien avec la présentation d'Alexis, comment nous, en tant que groupe, on essaie de produire ces fameux actes adéquats pour transformer les deux champs qui nous concernent, celui de l'économie et celui de l'enseignement. Alors, à la base de l'engagement de PEPS, je ne sais pas s'il y a à proprement parler de la rébellion. Ce qu'il y a en tout cas chez les étudiants, c'est une profonde interrogation chez beaucoup d'étudiants en économie. Et cette interrogation, j'en donnerai concrètement deux. La première, il s'agit de se dire, mais pourquoi il y a tant de maths? J'ai l'impression que je fais que des maths alors que je pensais être étudiant en économie. Ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième, c'est, je suis censé apprendre l'économie. Comment ça se fait que je ne comprends rien au débat qui concerne la société et l'économie d'aujourd'hui? Oui. Alors,
À partir de là, nous, ce qu'on a essayé de faire à PEPS en tant qu'étudiants, c'est... Oui, j'enlève pas ça. Pardon. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre un petit peu d'où pouvait venir ce sentiment et d'essayer de le dépasser. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous très familiers de l'économie, du coup, je suis obligé de faire un bref passage un peu théorique sur rapidement qu'est-ce que l'économie d'abord et quelle est un peu son histoire de façon très brève. L'économie, on peut la définir de deux façons en tant que discipline. Soit on la définit comme par son objet, c'est-à-dire l'économie serait la science qui s'intéresserait à la création, à la production, à la répartition et à la consommation, à l'usage des richesses. Ça, c'est une première façon de la définir. La deuxième façon, ce serait davantage de la définir à partir d'une méthode. Et là, cette méthode, on va y revenir, parce que c'est une méthode finalement qui n'est pas forcément partagée par tous ceux qui se revendiquent, en tout cas, de l'économie. Et donc derrière cet enjeu de définition, il y a aussi un enjeu de domination, d'hégémonie au sein de la discipline. Alors pour faire court, on a d'abord à la fin, au cours du XVIIIe, en fait, un développement de l'économie avec les classiques. Vous en avez entendu parler, vous avez cité Smith, il y a Ricardo, Say, même Marx s'en revendique, même s'il opère un léger déplacement. Et puis, petit à petit, vont se développer d'autres courants, notamment l'économie néoclassique à la fin du XIXe, j'y reviendrai, mais aussi des courants un peu différents. Vous avez entendu parler certainement de Keynes, ou encore, évidemment, à la suite de Marx, différentes écoles qui s'en revendiquent plus ou moins. Dans les années 60-70, on a tous ces courants qui cohabitent plus ou moins entre eux. Ils sont tous très présents au sein des facultés d'économie. Et puis, on a des événements à la fois économiques et à la fois sociaux de façon plus généraux, géopolitiques aussi, qui vont amener au déclin de certains courants, et notamment du courant keynésien, tout simplement parce que, d'une certaine façon, on se dit qu'il ne marche plus, qu'il ne permet plus de répondre aux défis de l'économie, et puis au déclin de l'économie marxiste, entre autres à cause de la baisse du communisme et de la chute de l'URSS. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. La conséquence, c'est quoi? C'est l'hégémonie du courant qui reste, c'est-à-dire du courant néoclassique. Alors comment cette hégémonie, elle, se manifeste dans les facultés d'économie? Nous, à PEPS, on est parti enquêter, on a créé une cartographie pour savoir un petit peu de quoi étaient faits les cours en sciences économiques, et on s'est aperçu que près de la moitié des cours reposaient en fait sur un triptyque avec la microéconomie d'un côté, donc qui est la base de l'économie néoclassique. Pour faire simple, il y a un marché sur lequel se rencontrent un producteur, un consommateur, et puis on regarde où est le prix et la quantité d'équilibre, et on suppose que des agents sont rationnels. C'est très très grossier, mais c'est pour vous résumer un peu ce que c'est que la microéconomie. La macroéconomie, qui pourrait rassembler plein de choses, puisque c'est l'étude de l'économie à une échelle macro, mais qui en fait, la plupart du temps, se décline seulement dans sa version la plus proche du néoclassicisme, c'est-à-dire par l'étude d'un modèle ISLM. C'est en quelque sorte l'économie keynésienne qui est reprise à la sauce des néoclassiques. Et puis enfin, ça représente quand même 20% d'une licence d'économie, les mathématiques. Donc un cours sur 5 de mathématiques. Et il faut bien préciser que ce ne sont pas toujours des mathématiques faites en lien avec de l'économie, des mathématiques appliquées. Ce sont plus souvent des mathématiques enseignées hors contexte pour eux-mêmes, qui ne servent pas directement dans les cours, mais on dit aux économistes en formation, ça va vous servir un jour. Donc voilà. À côté de ça, on a à l'inverse d'autres théories qui ne sont très peu, enfin la plupart des autres théories finalement qui sont très peu abordées dans ces cours. Il n'y a pas non plus de cours spécifiques pour en parler, ou alors c'est très rare. On a également peu de ponts avec les autres disciplines, je pense notamment aux autres sciences sociales comme la sociologie ou l'histoire, mais aussi plus largement à des disciplines comme la philosophie. Ça représente environ 2% des cours que peuvent suivre les économistes, ces ouvertures sur les autres disciplines. On a très peu de cours qui sont destinés à bénéficier d'un recul critique sur la discipline. Je pense notamment à l'histoire de la pensée économique, qui représente environ 2% aussi des cours que l'on reçoit.
Et je ne parle même pas de l'épistémologie, qui représente 0,006% des cours des économistes. En gros, je pense qu'on en a trouvé un cours dans une fac en France, et c'est pour ça qu'il y a un chiffre voilà, qui est là. Donc voilà un petit bilan de ce qui se passe aujourd'hui dans une faculté d'économie. La conséquence, c'est quoi? C'est l'impression que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai décrit, l'impression des étudiants de ne faire que des maths d'une part et d'étudier une économie complètement hors sol qui ne serait pas inscrite dans la réalité. Au-delà de l'ennui que cela peut procurer chez les étudiants, ça pose d'autres questions, que ce soit en matière de débouchés professionnels, parce qu'à quoi sert un économiste si il n'est pas toujours capable de comprendre la réalité? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, par ailleurs, de la capacité des étudiants en économie à penser l'économie, à en faire la critique et à participer aux débats économiques qui traversent la société. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Et face à ce constat, la réponse de PEPS, ça n'a pas été de défendre l'hétérodoxie comme peut le faire par exemple la FEP, dont tu as cité le livre tout à l'heure, Guillaume. On aurait pu se dire, il y en a marre de cette économie-là qui, grosso modo, soutient l'ordre établi, on va préférer soutenir une autre forme d'économie, d'autres théories. On n'a pas fait ce choix, on a préféré défendre le pluralisme. La question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est pourquoi ce choix? Et je dirais qu'on a à la fois des raisons stratégiques et des raisons de fond de le faire. Certains militants peut-être seront plus concernés par les raisons stratégiques, d'autres par les raisons de fond. Bref, les deux ont tendance à cohabiter. Les raisons stratégiques, c'est d'abord que le pluralisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez tendance. On nous parle de diversité, on nous parle aussi d'expression, de liberté d'expression. Et à partir de là, se dire pluraliste, ça fait qu'on passe plutôt bien et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de ne pas être en opposition frontale avec les tenants de l'économie dite orthodoxe. En effet, on ne les critique pas dans le fait même qu'ils soient orthodoxes pour ce qu'ils sont, on ne les critique que par le fait qu'ils soient hégémoniques, et donc c'est seulement à leur hégémonie que l'on s'attaque. Et du coup, la discussion avec eux devient davantage possible, et ça, c'est pas plus mal, parce que ces économistes orthodoxes sont ceux qui tiennent à la majorité des formations. Donc si on veut réussir à faire changer les choses à l'échelle locale, par exemple, et être écouté, on avait besoin de pouvoir s'adresser aussi à ces gens-là. Et puis, la troisième raison, c'est que ça nous permet d'éviter les caricatures, d'être caricaturés. Un autre mouvement avant nous, Autisme Économie, avait essayé de s'attaquer plus frontalement à ce courant, en disant notamment qu'il y avait beaucoup trop de maths et qu'il y en avait marre de l'économie avec les maths. Ils ont tout de suite été taxés d'étudiants incapables de comprendre les mathématiques et donc d'étudiants frustrés qui, ne sachant pas faire des maths, auraient préféré parler français. C'était une critique facile, mais qui était radicale et définitive. Et puis, c'est notamment la principale critique à laquelle ils ont eu le droit. Et puis oui, ils ont été taxés aussi d'être des étudiants gauchistes, etc., trop politisés, qui voulaient juste changer de paradigme, mais c'est tout. Et donc c'est vrai qu'on a voulu éviter, nous, ce travers. Mais il y a aussi des raisons de fond. D'abord parce que nous sommes un mouvement étudiant, et c'est important de le rappeler, et donc on considère qu'en tant qu'étudiant, on est encore informé, on ne connaît pas nécessairement les différentes théories, et ce qui nous intéresse d'abord, c'est de pouvoir toutes les connaître pour ensuite, éventuellement, pouvoir faire un choix. Mais on ne peut pas faire ce choix a priori. La deuxième chose, c'est que l'économie néoclassique peut avoir un intérêt en elle-même pour comprendre la réalité. Et puis, si on ne veut pas aller jusque-là, on peut au moins se dire que pour pouvoir la critiquer, on a bien besoin quand même de la connaître. Donc, ce serait un peu facile de vouloir la supprimer de nos formations. Enfin, il y a un intérêt du pluralisme en tant que tel, c'est qu'il permet, dans le monde intellectuel, de favoriser l'émulation, de créer de la contradiction, et en cela, de faire progresser la science. Et à partir de là, on a besoin d'un débat pluraliste, d'un débat d'idées vivant, au sein à la fois de l'enseignement et à la fois de la recherche.
Donc, à partir de là, on en vient à PEPS Économie à défendre le pluralisme dans l'enseignement en économie, et on se penche davantage sur la question de ce qu'est le pluralisme. Et le pluralisme, on va aller un petit peu plus loin que la définition qu'on peut en avoir a priori de façon évidente. On le décline sous 3 formes de pluralisme. D'abord, le pluralisme théorique, pardon, donc c'est le plus évident, c'est le fait d'avoir une pluralité de théories qui soient enseignées. Ensuite, le pluralisme méthodologico-disciplinaire, le nom est un peu compliqué, mais il s'agit simplement de dire qu'on veut une ouverture aux autres disciplines et aux méthodologies qui vont avec. Je pense par exemple aux enquêtes de terrain pratiquées en sociologie ou en anthropologie, à l'utilisation des archives pratiquées en histoire. On souhaite, nous, pouvoir, en tant qu'étudiants en économie, mobiliser également donc, les savoirs et les méthodes de ces autres disciplines pour pouvoir étudier l'économie. Et puis enfin, le pluralisme qu'on a appelé réflexif, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était notamment l'épistémologie et l'histoire de la pensée, car on pense que c'est aussi une manière pour nous de pouvoir comprendre les débats entre les différents courants, de comprendre d'où ils viennent, de comprendre comment ils ont évolué, etc. Et donc d'avoir le recul nécessaire ensuite, éventuellement, pour pouvoir faire des choix. Voilà, je pense qu'en en arrivant là, je reprends la distinction, il faut qu'on conclue vite. Là, en fait, il va y avoir disons qu'il y a encore 2 invités jeunes, et en même temps, il y a aussi Régis qui doit dire quelque chose ensuite. D'accord, mais et du en fait, coup... Comme il vous faut un petit peu de questions, normalement, on doit partir vers 45, c'est pour ça qu'il faut... D'accord, mais du coup, je termine très très vite là-dessus, je passe là-dessus. On va directement passer, je vais laisser Lorraine terminer quelques instants, simplement pour dire comment on s'y prend ensuite pour défendre le pluralisme à PEPS Économie. Je vais aller très vite. Hein. Alors, comme vous pouvez l'imaginer en écoutant ce que Erwan a dit, nous, ce qu'on raconte, ça déstabilise les professeurs. Ils ne sont pas habitués à ce régime théorique ou pédagogique. On leur dit macroéconomie post-keynésienne, ils ne savent pas ce que c'est. On leur dit que la sociologie de Bourdieu ou de Foucault peut être utile pour comprendre l'économie, ils ne comprennent pas ce que c'est. On leur dit initiation aux méthodes d'archives, voilà, ça leur passe quoi de dessus de la tête. Donc voilà, PEPS fait éruption avec cette idée de 3 pluralismes. Mais au-delà des idées qu'on a, au-delà de la frustration des étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'étudiant en économie? Alors il y a une première solution. Par exemple, je pourrais organiser un walkout dans un cours d'économie, par exemple le plus fréquenté dans mon université. Apparemment, il y a des gens de Sciences Po ici, donc j'imagine un cours de première année à Sciences Po avec Étienne Vesmer ou Yann Algan. Et j'aurais pris soin de contacter quelques journalistes avant, parce que Sciences Po, voilà, c'est quand même une institution prestigieuse, des étudiants qui quittent le cours d'économie de manière abrupte, voilà, il y aura au moins 2-3 articles, Le Monde, Libération. Ça, c'est une première solution, et c'est la solution qui a été adoptée en 2011 par des étudiants à Harvard qui ont quitté le cours de Greg Mankiw, qui est le cours le plus prisé à l'université d'Harvard. Donc, ils ont réussi à faire un peu parler d'eux, voilà, peut-être, je crois, dans le New York Times, dans quelques blogs. Greg Mankiw, qui a été un moment conseiller économique de George Bush, a même fait tout un blog, tout un post dans son blog dessus. Donc voilà, on a l'impression que le bouillonnement désordonné a donné lieu à des discussions, voilà. 5 ans après, rien. Il n'y a pas de PEPS économie aux États-Unis. Bon. C'était un peu un feu de paille. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'un des étudiants qui a organisé ce walkout. Et j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce que tu cherchais à faire? Pourquoi ça n'a pas marché? En l'écoutant, j'ai l'impression que c'était un garçon assez sensible et fin. Mais j'ai aussi eu l'impression que c'était quelqu'un d'un peu naïf qui pensait que, comme disait Spinoza, qu'il y avait une force intrinsèque des idées vraies. Nous, à PEPS, c'est pas ce qu'on pense. Il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet échec? Alors, il y a au moins plusieurs choses qu'on a essayé de faire à PEPS. Alors, quand je dis on, PEPS existe depuis au moins 2012. Donc, il y a eu plusieurs générations à PEPS. Nous, disons qu'on est la 2e. La première génération de PEPS, d'ailleurs, c'est marrant qu'on soit là, elle avait organisé en 2013 des états généraux de l'enseignement de l'économie.
Donc tout de suite, vous voyez, ce n'est pas la même chose d'organiser des états généraux de l'enseignement de l'économie en invitant 3 organisations professionnelles, en invitant des étudiants de l'étranger. Donc ils sont allés chercher des étudiants de l'étranger pour montrer que la frustration, elle était plus que française, qu'elle était internationale. Donc déjà, première chose, plutôt que de quitter l'amphithéâtre, on va se mettre dans une position de dialogue. Donc nous, on n'est pas en opposition frontale avec les enseignants, voilà, quelle que soit leur institution. On n'essaie pas du tout de polariser. La polarisation, c'est bien d'un point de vue stratégique. Quand on a un moment électoral, on a besoin d'un momentum comme ça où on va voilà, polariser, avoir un bouc hémisphère. Nous, on essaye plutôt d'influencer les professeurs, les enseignants sur le long terme. Voilà, tout l'écosystème, voilà, on peut utiliser cette expression, éducatif. Et nous, on n'attend que ça, que Jean Tirole nous téléphone et nous dise « Hey, on va faire une licence pluraliste à Toulouse School of Economics ». Donc on n'essaye pas du tout de polariser. On a une vision de long terme. La deuxième chose, c'est qu'on n'essaye pas de tordre le bâton dans l'autre sens, on essaye plutôt d'utiliser les armes des dominants. Et en économie, quelle est l'arme des dominants? C'est les méthodes quantitatives, ce sont les méthodes quantitatives. Donc, par exemple, en ce moment, la grande mode, voilà, avec Esther Duflo et d'autres, c'est, pour les sciences PIS, vous connaissez sûrement, le Evidence-Based Assessment. Donc, vous allez évaluer les politiques publiques en faisant des essais cliniques. Bon, nous, on ne peut pas faire ça en économie, mais on se dit, ah bah pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas des méthodes quantitatives pour montrer qu'il y a un problème dans l'enseignement de l'économie? Donc, ce que PEPS a fait, comme l'a mentionné Erwan, c'était de prendre... Alors, il y a 50 licences d'économie en France, c'est de prendre 47 licences en économie et d'aller voir voilà, qu'est-ce qui était enseigné et d'écrire voilà, un article dessus. Et donc ça, c'était un peu notre premier entre guillemets, premier acte adéquat, si on peut utiliser l'expression. Parce que là, tout de suite, on ne peut pas dire que notre frustration, elle est relative, que c'est nous, peut-être, qu'on n'est qu'une petite minorité à Paris, on veut voir autre chose. Là, on voit que le problème, il est vraiment national sur toute la France. Voilà, je ne répète pas les statistiques, mais le problème, il est national. La deuxième chose, c'est d'être force de proposition. OK, on n'aime pas les cours qu'il y a en licence d'économie, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans le même article où apparaît cette enquête statistique sur les licences en économie, on a essayé de créer une maquette qui serait une maquette idéale d'une licence pluraliste. Donc on voit les blocs de cours, on voit que les méthodes sont au service des objets, au service du sens des questions qu'on se pose. Donc, première chose, premier acte adéquat, vous essayez de voir, voilà, de faire un constat chiffré de ce que vous critiquez, et la deuxième chose, bah, vous essayez de proposer quelque chose qui peut être discuté. Alors ça a eu un certain succès, puisque quand on a une maquette, on peut aller voir les professeurs, les doyens, voilà, discuter de comment est-ce qu'on peut mettre en place ces choses-là. Dans un contexte actuel de concurrence dans l'enseignement supérieur, c'est pas mal d'avoir cette maquette-là. Il y a certaines universités qui se disent « Ah, je vais peut-être me différencier en créant des licences, des doubles licences, économie-géographie. » Il y a même le doyen de l'Université de Strasbourg qui nous a téléphoné et qui nous a dit « Créons la meilleure licence d'économie de France ». Parce que, bon, Strasbourg, voilà, il essaye de redonner un peu de renommée à son université. La deuxième chose, c'est de dire que le pluralisme, ça s'accommode à tout type d'université. L'une des critiques qu'on a reçues, c'est que ce qu'on proposait ressemblait un peu trop aux licences AES et ce que certains profs appellent des licences poubelles. Nous, on a clairement l'idée de dire que le pluralisme, ça peut être à la fois pour des licences, pour des gens qui vont peut-être faire des choses plus professionnelles après, ou des gens qui vont devenir économistes professionnels. Donc on peut très bien, et on veut l'excellence dans et par le pluralisme. Et là, tout à l'heure, je donnais l'exemple de Sciences Po, mais par exemple, chez vous, Yann Algan, il a tout de suite compris que l'idée de pluralisme, alors nous, on a une vision plus forte du pluralisme que lui. Lui, il a une vision assez limitée du pluralisme. Voilà, pour lui, le pluralisme, c'est faire un peu de psychologie cognitive à côté, faire un peu de théorie des jeux, mais par exemple, c'est pas vraiment faire de la philosophie politique. Mais au moins, il y a une petite ouverture, une ouverture disciplinaire. La dernière chose, là je vais conclure dessus, quand on se pose en position de rebelle, il faut regarder ce qui est à côté de nous, ce qui se passe.
On cherche, est-ce qu'il y a des gens qui pensent la même chose? Comment est-ce qu'on peut peut-être s'allier pour faire des choses? Alors voilà, de manière évidente, en Ile-de-France, en France, c'est facile de se contacter. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire il y a 2 ans, c'était de voir si dans le monde, il n'y avait pas d'autres étudiants qui faisaient le même constat que nous. Et ce qu'on a fait, c'était, on a passé 1 an dessus, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait une base commune minimum pour pouvoir faire un peu une action coup de poing. Donc en mai 2014, on a écrit une lettre, vous pouvez trouver ça sur le site du réseau qu'on a finalement créé, qui s'appelle ISIPE, I-S-I-P-E, International Student Initiative for Pluralism in Economics, et on a écrit ce qu'on appelle une Open Global Letter. Et tout à l'heure, Guillaume parlait de crise, et la première ligne de notre lettre ouverte, c'est « It's not only the world economy that is in crisis, the teaching of economics is in crisis too. And the crisis has consequences far beyond the university walls. » Et cette lettre ouverte, on a eu de la chance et on a travaillé pour. Elle a été publiée de manière simultanée dans Le Monde, El Mundo, Le Guardian, Politiken, etc., etc. Et donc, voilà, ça... Encore une fois, on essaye de pas juste quitter la salle et de dire c'est pas bien, on essaye de se coordonner et regarder ce qui se passe avec d'autres personnes. Et là, je vais juste conclure dessus. Le travail, c'est bien, avoir une vision à long terme, c'est bien, mais aussi trouver des alliances stratégiques avec des gens qui peuvent donner de l'ampleur à notre mouvement, c'est bien aussi. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas étudiant en économie, mais nous, pour notre défi, c'est que le mouvement... ils vivent, et pour qu'ils vivent, il faut que ces idées soient discutées, critiquées. Voilà, je vous laisse. Je vais juste... Après, je te laisse la parole, Anouk. J'avais bien mis en avant le fait que vous étiez en pluralisme. Je n'ai pas dit que vous étiez hétérodoxe, je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement expliqué que justement vous ne vouliez pas limiter aux questions néolibérales et à quelque chose qui serait purement mathématique. C'est simplement ce que j'ai dit. J'ai parlé du pluralisme. Bon, juste une chose, il ne nous reste plus beaucoup de temps et je voudrais qu'il y ait des questions. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser du temps. En fait, Élise va parler 5 minutes, quelque chose comme ça. Enfin, aux alentours, tu auras plus de temps, bien évidemment. Simplement, si tu es d'accord, Guillaume, tu passeras plutôt pour Le Rebelle et l'art, parce que sinon on n'aura pas... je suis vraiment navré. Ou alors il faudrait faire un vote à main levée pour savoir si le public préfère une intervention ou s'il préfère des questions. C'est juste qu'en fait, il faut le rendre à la salle. À un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. Là, il va être bientôt 20h25, 20h45. Dans le monde, on va l'avoir quitté. Alors, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on permet. Voilà. Les salles sont toujours bloquées. Sauf qu'on payera. Enfin, notre rébellion, ce sera une forme de. On sera obligé de payer le gardiennage. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, c'est pas. À part si on peut se rebeller tous ensemble, si chacun se cotise. Mais voilà. Mais c'est pas une forme de rébellion, c'est vrai. Non, c'est une forme de soumission. Voilà. Donc effectivement, en fin de compte, comment arriver de la rébellion à la soumission. Bon, donc je vais laisser la parole effectivement donc à Élise. On va laisser un petit peu de temps de parole. Régis aussi parlera. Et puis ensuite, effectivement, si jamais on le peut, j'aurais souhaité. Je sais que ton intervention était, mais en plus, elle se rapproche à l'art. Donc bon, on en reparlera ensuite. Je verrai. On verra. On va essayer. On va faire ce qu'on peut. À nous, je te laisse la parole. Oui, donc je présente Élise rapidement. Elle est membre de Opium Philosophie. Elle est étudiante en licence d'allemand et de philo à Paris 4. Elle est membre du pôle événement et plus particulièrement engagée dans notre nouveau projet de philo-théâtre. Et donc, elle va nous parler du thème de la marginalité et de l'anomalie, notamment avec notre cher Foucault. Voilà. Ça va, tout va. Bonjour. Alors, je voulais justement donc parler de notre cher Foucault et donc de cette question de l'anomalie et de comment la société est normalisatrice et comment Foucault va nous expliquer que cette normalisation n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, puisqu'elle tend plutôt à inclure les gens dans leur société plutôt qu'à les rejeter. Néanmoins, il subsiste toujours une forme de rejet et justement, on va voir avec Foucault comment ce rejet peut se constituer dans la société. Je vais revenir très vite sur les formes de figures qui s'éloignent de la société
et avec quelle intensité selon les périodes dans l'histoire. Alors pour ça, en fait, je vais vous parler, je fais référence à un cours au Collège de France qui a eu lieu en 1975, en janvier. Alors tout d'abord, Foucault présente comment cette normalisation se met en place. Et donc il commence en donnant un exemple de ce qui s'est passé au tribunal lors d'un procès. Et Foucault donc, donne l'exemple d'un cas où l'on a demandé à l'individu qui avait commis un crime s'il était dément. Mais avant d'avoir demandé à cet individu s'il était dément, on a demandé s'il était dangereux, ce qui retourne complètement la situation et qui fait qu'on ne prend pas en compte d'abord l'individu en tant que dément, donc on ne prend pas cet individu comme lui-même étant possiblement écarté, mais le fait qu'il soit dangereux, ça fait qu'on met en avant finalement la société, savoir s'il est dangereux pour la société. Donc c'est la société qui prend de l'avant sur cet individu qui est placé comme dangereux. Suite à cela, Michel Foucault fait référence à Canguilhem et à son ouvrage « Le normal et le pathologique », où il met en place justement ces procédés de normes et de normalisation, y compris dans les maladies. Et cette normalisation, au XVIIIe siècle, se fait par l'éducation, la médecine, l'industrie, et Foucault ajoute à cela l'armée. Et il précise que la norme n'est pas une loi naturelle, que c'est une construction. Alors je vous donne une citation de Foucault. « La norme est porteuse d'une prétention de pouvoir. La norme, ce n'est même pas un principe d'intelligibilité. C'est un élément à partir duquel un certain exercice de pouvoir se trouve fondé et légitimé. » Donc je vais revenir un petit peu plus bas sur cette question du pouvoir, justement, qui passe par le langage également. Mais avant ça, donc, Foucault nous précise que la norme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne rejette pas, mais que c'est un processus positif qui a pour but d'inclure et de normatiser. Ensuite, Foucault va présenter justement 3 figures qui constituent le domaine de l'anomalie. Ces 3 figures sont le monstre homme, l'individu à corriger et le masturbateur. Et ces 3 figures se développent au fil des siècles. Donc le monstre homme est un monstre juridico-biologique, comme il le présente. C'est celui qui viole les lois et qui viole en même temps la nature. C'est un hors-la-loi, il est brutal, excusez-moi. Et Foucault le désigne comme étant le grand modèle de tous les petits écarts. Il est facile à repérer, contrairement à l'individu à corriger qui se développe après lui, qui se développe dans un autre cadre, dans le cadre qui n'est pas celui de la société plus large, mais qui est celui cette fois de la famille au XVIIIe siècle, et qui est un phénomène courant, mais plus difficile à remarquer. Et le masturbateur, enfin, au XIXe siècle, pour qui Foucault explique que son cas se présente dans le cadre de la famille, et même dans le cadre plus étroit du lit. Et tout cela marque l'individu anormal du XIXe siècle, qui est un individu pâli, là où l'homme-monstre était quelque chose de facilement rectifiable, puisqu'il était facile à repérer. Avec l'histoire, il semble qu'on soit un petit peu moins monstre, mais qu'on le reste, finalement, jusqu'à ce que peut-être quelque chose plus tard explose, à force d'avoir saturé de manière douce, mais pas remarquable, à l'écart. Et ensuite, j'aurais voulu présenter très brièvement, dans l'ordre du discours, toujours de Michel Foucault, les différentes procédures d'exclusion de la société. Donc, je vous les présente de manière très brève, comme ça on pourra passer directement aux questions et à la discussion. Et Régis, vous allez passer juste après, excusez-moi. Et donc, ces procédures d'exclusion passent par l'interdit, donc qui sont toutes les formes de tabous de l'objet dans la société, par le partage et le rejet. Quand il y a partage, quelque part il y a rejet. Donc là, Foucault va parler de la raison et de la folie, du vrai et du faux. Et surtout, ce qui me semble assez important, c'est cette volonté de vérité. Alors par volonté de vérité, on doit faire attention à ne pas comprendre que, justement, il y a une volonté de vérité en elle-même telle qu'on pourrait l'entendre tout d'abord. En fait, la volonté de vérité est un support institutionnel, et c'est l'accès au savoir
et qui va désigner comment, dans la société, on va valoriser et redistribuer le savoir d'une manière, en gros, qui nous arrange. Donc il y a une certaine manipulation qui rejette également. Et Foucault écrit « Nous ignorons la volonté de vérité comme prodigieuse machinerie destinée à exclure ». Donc ces principes d'exclusion, en somme, se font par rapport à cette société qui elle-même construit et rejette, va rejeter ce personnage du rebelle qui va se constituer en fait malgré lui, mais par pression avec cette société qui le construit elle-même. Et donc je vais pouvoir laisser la parole. Merci Elise, je suis vraiment désolée par cette structure, on est un peu dépassé par le temps, c'est vrai que justement il y a beaucoup de choses qui se passent et pour pouvoir aussi donner un petit peu de temps de parole, on va essayer de se débrouiller, je suis vraiment désolé, ou sinon, grand seigneur, ouais, ok, d'accord, on s'arrangera autrement, ok, je te paye un verre ensuite, ça marche. Là c'est bon, là on est content. Le meilleur pour la fin. C'était quoi? J'avais trouvé une bonne vanne. C'était le meilleur d'entre nous, parce que ils ont le vent en poupe ces temps-ci. Hein, on le sait. Hein. Donc effectivement, oui c'est ça. Simplement pour clore, effectivement, on va passer à la partie sur justement ce rapport entre journalisme et justement la recherche, et c'est très intéressant. Donc vous êtes donc Régis, anthropologue en anthropologie, chercheur en sciences humaines et journaliste. Oui. Oui, je sais quoi? J'ai dit docteur. Je sais pas. Je me suis. Oh d'accord. C'est parce que je suis pris par le temps, donc je commence à dire n'importe quoi. D'accord. Oui, merci Guillaume. Donc bonjour tout le monde, je connais absolument personne, je ne connais pas votre groupe, je débarque comme une fleur. Je connais Guillaume comme ça qui m'a proposé de venir. Et donc j'ai préparé quelques réflexions personnelles et une réflexion sur le rebelle dans la société actuelle, qui est pour moi une figure ambiguë dans un monde en crise. Et je vais solliciter quelques auteurs également avec qui j'ai dialogué dans une petite collection de livres d'entretien que j'ai chez Textuel. Alors, tout d'abord, ça va être très rapide, hein, je ne parle pas 40 minutes, hein, je vous préviens tout de suite. Ah oui, bon alors, je fais vite. Alors, une définition très rapide, puisque on l'a déjà dit, rebelle, ça vient de rébellis, c'est-à-dire refaire la guerre, etc. C'est-à-dire... c'est celui ou celle qui se révolte contre l'autorité du gouvernement, du pouvoir établi. Bon, tout ça a été dit, les synonymes. Voilà. Alors, des choses qui n'ont peut-être pas été soulignées, la première chose, c'est que peut-être que le mot rebelle comporte une définition à la fois plus large et plus ambiguë que par rapport au terme révolutionnaire. Ça a été évoqué, ça, la comparaison. Parce que le révolutionnaire, on peut dire c'est un rebelle, souvent, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que c'est plus large. Pour prendre un exemple caricatural, dans Star Wars, vous avez les rebelles. Évidemment, ce n'est pas des révolutionnaires, ils ne sont pas marxistes. Hein, Star Wars n'est pas un film marxiste. Alors, une deuxième remarque, c'est la dimension affective de la rébellion. Une dimension non intellectualisante. Je ne sais pas si ça a déjà été souligné. En effet, le rebelle, en général, parce que ça soit dans la fiction, dans la mythologie ou dans des figures historiques, mais enfin c'est toujours un peu fictionnalisé, je pense, le rebelle se révolte contre un ordre établi, mais c'est une révolte viscérale, c'est-à-dire qu'il ne propose pas un nouveau modèle de société, ce n'est pas un théoricien, il réagit avec ses tripes. Parce qu'il est indigné, mais encore, c'est pas un indigné, hein. C'est pas Stéphane Hessel qui n'était pas un rebelle, selon moi. Mais, non, c'est pas si simple. D'ailleurs, enfin, il y a aussi un grand flou dans le terme de rebelle, mais je reviendrai là-dessus. Ensuite, on peut, selon moi, je pense quand même qu'il y a une dimension individuelle, malgré ce qui a été dit tout à l'heure. Je veux bien qu'il y ait des communautés de rebelles éventuellement, mais je pense quand même que le rebelle, avant tout, a une dimension individuelle, voire également mythique.
À l'inverse du révolutionnaire qui, lui, se nourrit d'une idéologie, comme tout le monde le sait, collective, c'est-à-dire la révolution du peuple, celle du prolétariat, etc. Quelques exemples dans la culture populaire vont nous faire voir cette dimension à la fois individuelle et mythique. C'est James Dean, par exemple, dans La Fureur de vivre, parce que le titre en américain, c'est « Rebel without a cause ». C'est un rebelle. Il est en rébellion contre ses parents, contre la société américaine un peu patriarcale, etc., contre la figure du père. C'est également, quelques années auparavant, Marlon Brando dans L'équipé sauvage, qui est un rebelle également. Il est sur sa moto et il est contre la société. Bien. Alors, j'ajoute, il y a également une dimension socio-économique dans le fait d'être un rebelle. Je ne sais pas si ça a été dit, mais nécessairement, le rebelle vit en marge. Ou alors, au minimum, il ne fait pas partie des institutions. Sinon, il doit les quitter, puisqu'il est censé s'y opposer. Comment ? Ou alors il se fait virer. Alors, pensons par exemple au personnage du film de Terry Gilliam, Brasil, que tout le monde a vu, je pense, où le héros devient un rebelle quand il choisit de quitter son travail au ministère. Dernier élément, il y a une dimension psychologique dans le rebelle. Éventuellement, il est anonyme pour éviter la prison. Et s'il est très connu, là, ça devient plus problématique. Bon, est-ce qu'on peut être un rebelle connu ou est-ce qu'on reste un rebelle si on est connu ? Voilà. Alors ça, c'était une première chose. Deuxième chose, je vais donner quelques éléments sur le contexte actuel pour poser ensuite la question de comment caractériser les rebelles aujourd'hui. Donc dans l'époque actuelle, un certain nombre de choses ont été soulignées par pas mal de gens, je n'invente rien. Mais si on peut considérer qu'il y a une émergence forte de la figure du rebelle aujourd'hui, dans différents pays de par le monde, ça vient du contexte. C'est-à-dire, d'abord, l'individualisme qui a remplacé les combats collectifs. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de conscience de classe aujourd'hui chez les prolétaires. Il y a un échec patent des syndicats. On vit dans un monde où le néolibéralisme et le capitalisme financiarisé, ça a été vaguement évoqué, enfin le néolibéralisme tout à l'heure, sont présentés comme naturels. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, mais je ne suis pas le seul, bien sûr. Où on est supposé être libre en tant qu'individu, mais des individus, évidemment, de plus en plus isolés les uns des autres. Donc, il y a une dimension individualiste à prendre en compte. Ensuite, il y a la dimension qui concerne la fin des grands récits émancipateurs. Ça a été également souligné. C'est notamment la fin du communisme, évidemment. En général, on date ça à partir de 1989, qui est le moment de la chute du mur de Berlin. Et là, je renvoie notamment au livre de Enzo Traverso, le politiste, Où sont passés les intellectuels, où il développe cette chose-là. C'est-à-dire ce qu'il appelle la fin, l'éclipse, plus exactement, des grands récits émancipateurs, ou l'éclipse des utopies, également. Ce qui pose problème, parce que dans une éclipse des utopies, il devient de plus en plus difficile d'imaginer l'avenir, et il y a un repli sur les politiques mémorielles. Ajoutez à ça un catastrophisme ambiant, c'est-à-dire une obsession de la catastrophe. Il y a des études dans de nombreuses disciplines, y compris en anthropologie, sur la catastrophe, sur la singularité catastrophique également, jusqu'en maths, mais pas seulement. Donc le catastrophisme, c'est, bon, évidemment, les attentats, mais ce sont les crises économiques et sociales à répétition, la crise écologique. Donc, cette vision de l'avenir en termes de catastrophe imprime complètement notre imaginaire collectif. Et ça fabrique une angoisse. Et bien, tout cela, donc tous ces éléments, en tout cas, contribuent à avoir l'émergence de rebelles, peut-être au détriment des révolutionnaires. Donc je vais proposer maintenant une sorte de typologie des rebelles. Je ne suis pas du tout sûr, parce que j'ai fait tout ça évidemment très rapidement cet après-midi, mais je ne suis pas du tout sûr que ça soit complet comme typologie, mais j'ai essayé de me demander quels étaient les rebelles aujourd'hui, les types de rebelles qu'on rencontrait. Alors un premier et le plus mythologique ou le plus célèbre, c'est les hackers ou les lanceurs d'alerte.
avec des personnages ultra connus. Vous avez parlé de ça déjà ou pas encore? Non, par contre, vous pouvez évoquer le livre, parce que j'ai pas eu le temps de préparer, mais le livre de je vais en parler. C'est ça que qui m'a intéressant aussi. Voilà, je vais en parler. Mais il y a également le livre de Geoffroy de la Gannerie aussi, qui vient de sortir sur les rebelles. Enfin, je ne sais plus quel est le titre du reste. Bref, en tout cas, on a comme ça quelques personnages extrêmement devenus des sortes de héros internationaux. Julian Assange, Bradley Manning, Edward Snowden. Vous avez les Anonymous, dont on parle moins en ce moment parce qu'ils se sont ridiculisés il n'y a pas très longtemps, mais quand même, ils ont eu une importance, notamment à l'époque du printemps arabe. Et enfin, un autre exemple, le Parti pirate en Allemagne. Donc, comment définir ces hackers? Alors, une première piste est évoquée dans le livre du Comité invisible, Où sont nos amis? Un livre un peu compliqué, un peu foisonnant, très bordélique et à bien des égards très discutable. Et donc, on peut discuter quand même. Un des personnages clés dans ce livre, À nos amis, c'est le hacker. Les auteurs disent que le hacker est un libérateur des techniques et ça serait l'antithèse complète de l'ingénieur. Donc en fait, dans le monde technoïde qui serait le nôtre aujourd'hui, on aurait deux figures qui s'opposent. L'ingénieur qui serait triste et servile, je cite, c'est très caricatural, et de l'autre côté, le hacker qui est le libérateur. Le hacker contribuerait à faire exploser le monde cybernétique et totalitaire qui gère et contrôle les relations interindividuelles jusque dans les réseaux sociaux de type Facebook. Et donc, c'est grâce aux hackers que, en tout cas, en association avec d'autres types de mouvements jeunes, que pourraient apparaître des insurrections populaires dans le monde. Alors, je me rends compte que c'est plus long que prévu, en fait. Mais donc, Après, effectivement, sinon, on peut... Est-ce que vous avais encore quelques types... Enfin, rapidement, oui. Cette dernière typologie que tu voulais mettre dressée pour qu'après, il y ait des questions pour le public sur les derniers... Il reste combien de temps, là, enfin, en gros? Là, en fait, normalement, on devrait laisser un temps de questions parce que normalement, on aurait dû partir à peu près vers ce moment-là. Mais c'est tout à fait scandaleux. C'est-à-dire qu'à 21h, on doit expliquer les... Il faut que tout soit... Bon, alors, j'ai 5 minutes 2 minutes. Ah non, mais 2 minutes. Je suis vraiment désolé. Hein, on est un peu pris. Pourtant, j'ai commencé à l'heure et on a fait le maximum. Ou alors, sinon, Régis va essayer. Non, mais je sais plus ce que je vais dire. Alors là, je suis vraiment navré. C'est juste pour vous laisser un peu de temps aussi aux interventions. Oui, je comprends. Je suis un peu. J'aurais dû effectivement. Bon, alors très rapidement. Il y a une vision naïve et romantique du hacker dans le comité invisible, parce que ce sont des gens qui ont fait de la philo et qui connaissent rien à l'informatique. Plus intéressant, c'est ce que dit Paul Jorion. Voilà. Paul Jorion, dans La guerre civile numérique, un livre d'entretien que j'ai fait avec lui, explique que les Anonymous, par exemple, c'est une fédération lâche, plus ou moins spontanée d'individus qui se rencontrent sur des plateformes ou des forums de type 4chan. Il s'agit en fait d'un groupe désorganisé et où les individus ne se connaissent même pas ou uniquement par leur surnom. Donc en fait, on retrouve effectivement chez les hackers tous les éléments que je donnais au début pour définir le rebelle, c'est-à-dire le fait d'être isolé, le fait d'être inconnu, absolument. Voilà, Bon, je ne sais plus ce que je vais dire là, parce que du coup, je suis obligé de couper Alors oui, je continue là, sur la typologie très rapidement. Après les hackers, l'autre figure peut-être qui apparaît aujourd'hui, c'est les zadistes, disons. Les zadistes et les activistes écologistes radicaux, qui eux aussi ont pour particularité souvent d'être anonymes, puisqu'ils sont encapuchés, pour pas qu'on les reconnaisse et qu'on ne les mette pas en prison. Donc... Là, nous avons, disons, quelques figures prototypiques peut-être de la rébellion. Et maintenant, il y a une troisième dimension, c'est les rebelles intellectuels. C'est-à-dire, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui reste comme rebelle intellectuel aujourd'hui? Alors, on ne peut plus dire intellectuel révolutionnaire, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais est-ce qu'il y a des rebelles intellectuels? Et si on cherche, c'est quand même très compliqué, parce que même ceux qui ont accompagné les mouvements du type Occupy Wall Street, enfin tous les mouvements un peu d'insurrection,
très souvent, ils occupent des places privilégiées dans les institutions. C'est le cas de David Graeber, c'est le cas de Zizek. Donc, est-ce que c'est des rebelles? Pas sûr du tout, parce que bon, finalement, ils sont très bien dans le système, quelque part. Ils le contestent, mais de l'intérieur, au chaud. Voilà. Donc, c'est quand même un peu problématique. Alors, on peut dire que le comité invisible, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, au moins, ils prennent acte de leurs idées et ils assument, puisqu'ils ne sont pas dans une institution et ils sont à la campagne. D'accord. Et alors, j'en ai cherché d'autres, j'en ai pas trouvé. Peut-être que vous aurez d'autres idées à me soumettre. À l'inverse, je remarque qu'il y a toute une flopée de rebelles, de prétendus rebelles réactionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, chez les intellectuels, il y a un retour de la réaction très très forte. Ça a été évoqué tout à l'heure. Mais c'est des gens qui se présentent comme des rebelles. C'est-à-dire que ça soit... Bon, Michel Onfray, c'est le moins... La liste est pire après. Hein. Mais Michel Onfray, c'est le moins pire. Mais Michel Onfray se présente lui-même comme un rebelle. Il a fait un livre politique du rebelle. Mais alors, après, je distingue quand même Onfray de ceux qui viennent. Mais après, si vous prenez Alain Soral, Étienne Chouard, Dieudonné, Marc-Édouard Nab, vous avez là des individus qui se présentent comme des... Bon, Nab, c'est un peu à la marge aussi. Mais les trois autres, ce sont quand même pas négligeables dans la mesure où ils ont une audience énorme. Une audience en France peut-être beaucoup plus forte que les universitaires les plus connus. Eh ben, ce sont des gens qui, tout en étant imbibés de théorie du complot et de racisme, se présentent comme des rebelles. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Il faut donc se méfier peut-être de la figure contemporaine du rebelle, parce que c'est une figure tout à fait ambiguë, qui a aussi son lot de réactionnaires. Voilà, merci. Après, il aura fallu définir là-dessus. Alors merci beaucoup Régis. Alors je suis désolé, c'est vrai que ça va vite. On a été un peu pris par le temps. D'ailleurs, par rapport aux questions des réactionnaires, je vous renvoie aussi au livre que tu as coécrit avec Raphaël Logier sur justement le populisme qui vient, qui traite aussi cette question-là. Et Raphaël Logier sera un des invités d'une prochaine conférence sur le populisme justement en février que Loris organisera très prochainement. Voilà, vous en serez informés. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, je vais reposer la question parce qu'en fait, c'est filmé et il n'y a pas de micro pour le public. Donc, je reposerai la question pour ensuite qu'elle soit posée aux invités. Oui. Par rapport à la figure du rebelle, pourquoi est-ce qu'on l'envisage toujours comme un marginal alors qu'on pourrait penser, c'est vrai que je n'ai pas d'exemple en tête, je ne sais pas si ça existe, on pourrait penser à un individu brillant qui a réussi à s'insérer dans les institutions et qui justement, depuis le haut, arrive à les briser. Alors, il y avait juste le monsieur qui voulait dire quelque chose, peut-être. Juste après, on posera la question. Donc, vous aviez... Oui. J'ai été très surpris par vos exposés. Et je vais vous poser une petite question qui va un peu secouer. Est-ce qu'un rebelle peut ne pas être de gauche? Ah bah justement, c'était la question sur la réactionnaire. Donc, est-ce qu'un rebelle ne peut ne pas être de gauche? Et donc, la deuxième question, effectivement, la rébellion, est-ce que ce ne serait pas une forme justement de génie et que ce soit justement quelque chose qui ne soit pas quelque chose de collectif, mais quelque chose plutôt d'individuel, d'un point de vue d'un génie de la personne, c'est ça aussi. S'insérer dans le système pour le détruire par le haut, justement. Ah. Est-ce qu'on peut s'insérer dans... Est-ce que ça s'appelle un rebelle encore? Voilà. C'est ça la question. Bon, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question-là? Oui. Bon, hop. Alors, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'ici, on apprécie pas mal Bourdieu. Donc, pour répondre à ta question, on pourrait se référer à la figure de Bourdieu lui-même. Il a beaucoup écrit justement sur cette question, dans Essai pour une socioanalyse et dans les récents cours du Collège de France sur Manet. Parce que lui, moi, je suis sur le pluralisme dans l'enseignement de l'économie, mais en lisant Manet, ça me donne aussi des idées. Le livre sur Manet de Bourdieu, ça me donne aussi des idées sur comment agir. Le but, pour nous, le but est très clair. On veut des cours pluralistes dans toutes les institutions en France, de la fac de Limoges à l'ENS. On ne veut pas finir à faire des cours pluralistes dans une cave. Donc l'opposition, être au chaud dans l'institution ou être dehors, elle n'a pas lieu d'être. Et pour faire ça, je finis, il faut utiliser, par exemple, on est juste étudiant, il faut utiliser des personnes qui ont des positions dominantes, mais qui ont des points de vue assez intéressants. Donc, vous vous doutez, je vais parler de Thomas Piketty. Thomas Piketty, on peut dire, oui, c'est pas vraiment un marxiste, c'est juste le mot capital, mais c'est pas défini.
Voilà, peut-être. Mais en tout cas, dans notre mouvement, pour notre mouvement, Piketty, il a signé la lettre ouverte et c'est grâce à lui qu'on a parlé de nous. Et à chaque fois qu'il fait des interventions et qu'on lui pose des questions sur l'enseignement, il reprend toujours ce qu'on dit. Et ça, c'est utile pour nous. Donc, typiquement, les gens dans ces positions-là peuvent vraiment faire avancer les choses. Donc Régis, tu avais quelque chose à réagir par rapport à cette... Est-ce que c'est un rebelle pour autant? C'est un voilà. allié des rebelles, ou c'est un ouvert, c'est quelqu'un d'ouvert. Alors, Pardon, c'est quelqu'un d'ouvert qui veut que je dis vu les idées qui ne sont pas nécessairement les siennes. Enfin, qui peut-être en l'occurrence peuvent être les siennes, mais je veux dire, il est quand même, enfin, mais c'est sidérant parce qu'effectivement, on est en 2015 en France et on a l'impression que ça devient un acte de rébellion de vouloir dire, d'ose s'autoriser à penser que d'autres pensent autrement. Vous vous rendez compte où on en est arrivé maintenant? On est en plein délire, quoi. C'est grave. Enfin, c'est pas de votre faute, hein, mais c'est le conditionnement qui, depuis 30 ans, fait que quand on n'est pas de la pensée unique, quand on n'est pas officiellement de gauche, quand on n'est pas... ou qu'on ose dire... On est officiellement de gauche, mais on ose dire quelque chose qui ne plaît pas à la gauche dirigeante, on va dire, et on devient immédiatement fasciste, réactionnaire, traître, c'est ça, hein. Je veux dire, c'est hallucinant, parce qu'effectivement... on a connu des gens en 70, 80, 90, etc., qui étaient manifestement des gens de gauche au vrai sens du terme, quoi, qui étaient quand même prêts à aller se battre pour les ouvriers dans la rue, pour que quand même il n'y ait pas des SDF. Et maintenant, non, maintenant c'est vous n'avez plus le droit à la parole. Moi, j'ai lu aujourd'hui, j'espère que j'ai mal lu, un projet de loi dont je n'ai pas le droit de parler, enfin, on a encore le droit, elle n'est pas votée. Apparemment, si c'est un projet de loi pour la loi numérique sur le net, si vous osez dire qu'un projet gouvernemental, alors je ne sais pas si c'est purement européen et français, allemand et français, je n'ai pas bien vu en détail, eh bien, vous risquez, en gros, ou si vous critiquez tout simplement une loi qui a été faite par le gouvernement, vous serez soumis à 135 000 € d'amende. Pour l'instant, il n'y a pas le goulag avec encore, il ne faut pas se plaindre. Non, mais je veux dire, c'est tragique. Je vous assure, moi, je ne sais pas, j'ai dû faire un tweet aujourd'hui sur Facebook, j'ai dû écrire, je n'imaginais pas, moi, fille de résistants, dont mon père a été un des fondateurs de la sécurité sociale, je n'imaginais pas, de mon vivant, voir en France la dictature s'instaurer. Or, on en est là, puisque vous vous demandez si quelqu'un qui vous soutient... logiquement, je veux dire, Piketty, moi, bon, je n'ai pas de connaissances économiques particulières, mais il m'est sympathique au moins dans le sens qu'il ose dire, bah, là, je ne suis pas d'accord, là, je suis d'accord, et qui vous soutiennent, même s'ils pensaient l'inverse de vous, c'est une évidence normale pour un être normal. Donc, il faut absolument que vous exigiez que ces valeurs... Il y en a un qui a mis un tweet hier rigolo, qui a dit, maintenant, on soutient les droits de l'autre en France. C'est joli comme formule, mais c'est ça. Les droits de l'homme, où ils sont ? Je veux dire, à partir du moment où les gens n'ont plus le droit de dire le contraire de celui qui est en face, c'est ça qui est intéressant. C'est... Bravo, monsieur Anso. Voilà. Au revoir. Désolée, je ne vais pas avoir le temps de te voir plus. Professeur d'informatique et de physique aux arts et métiers. C'est ça, pour que vous sachiez avec qui vous parlez. Vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, ça sera la dernière question parce qu'après, on va devoir lâcher la salle. Je suis vraiment désolé. Ça sera sur le trottoir, les sujets. Voilà, c'est exactement ça. Les enfants, oui. Ils sont sur le trottoir. Il y avait un garçon, pardon Ouais, qui est... Oui, pardon. Oui. Mais où en même temps, il y a aussi, on ne pourrait pas dire que ça recoupe votre définition du rebelle comme en dehors, parce que dans la désobéissance civile, elle peut être simplement individuelle, comme elle peut justement avoir vocation à devenir comme collectif, comme ça a été le cas dans les grands mouvements qu'on connaît, tels que Martin Luther King, Gandhi, etc., ou individuelle comme Thoreau qui l'a thématisé à la base. Donc c'était juste aussi quelqu'un l'idée sur l'articulation entre désobéissance civile et la question du rebelle.
Mais alors, juste une chose, c'est qu'en fin de compte, la présence des personnes qui sont ici, alors Régis, on n'a pas pu mettre en avant, mais j'aurais voulu aussi qu'on parle de la question de la recherche, le lien entre journalisme et la question de la recherche. Mais je veux dire, les personnes qui sont présentes, autant Peps Économie que Madame de Lépine, ce sont des personnes qui ont eu une place présente active dans la société civile, qui ont en même temps eu des places institutionnelles et qui en même temps étaient allées à l'encontre de certaines positions qui n'étaient pas nécessaires, qui étaient des positions qu'ils trouvaient des fois, donc pour Madame de Lépine, effectivement agressive et totalement absurde. Et puis pour Peps Économie, effectivement, la question de comment on se lie aussi à un système. Voilà, donc il va falloir effectivement laisser la salle. Par rapport à la désobéissance civile et le groupe, actuellement, les médecins, en particulier libéraux, dont l'exercice est extrêmement compromis par la loi santé, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, sont en train de se demander s'ils ne vont pas faire appel effectivement à la désobéissance civile par rapport à ce que veut nous imposer le ministère et qui nous empêche de soigner les patients. Donc est-ce que c'est un groupe? Ça va être un groupe de médecins, donc c'est quand même un groupe, mais bon, ils vont effectivement être obligés de le faire individuellement. Mais la désobéissance civile, un jour ou l'autre, ça devient un groupe. Hein, et c'est des gens qui sont dans la société. Bon, merci beaucoup à tous pour votre présence. Je remercie aussi... Je remercie aussi le HESS pour effectivement nous avoir accueillis, Opium effectivement pour effectivement nous donner cette forme et toutes les personnes aussi qui ont contribué au projet, Lucie qui s'est occupée de communication, Loris qui a un peu supervisé, effectivement les différents intervenants, que ce soit justement Élise ou aussi effectivement Guillaume n'a pas pu intervenir, Alexis aussi qui effectivement nous a donné aussi un point de vue tout à fait intéressant. Je remercie aussi les invités, Nicole de Lépine, Régis Méran, aussi Lorraine Tran et puis Erwan Méhou pour la question justement de Peps Économie. Et je voulais juste terminer, donc ce sera juste le mot de la conclusion. C'est une phrase de Hölderlin qui me semble assez représentative de ce qui nous attend et de ce qui est justement quelque chose comme un signe d'espoir. Hölderlin disait que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Voilà, je vous laisse sur ça. Bonne soirée.